Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, l'un des plus gros de la saison, le podcast bilan. Je suis comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant? Ah, ça va, quand on avait fait le podcast preview de la saison, j'avais cyniquement commencé en disant que on allait dormir et en disant ça y est, Chet Holmgren est revenu. Bah, finalement, on n'a pas tant dormi que ça, au contraire, on a même passé pas mal de nuits éveillés à regarder ce que le Thunder nous a proposé. Même plus que prévu, j'ai envie de dire, plus de nuits que prévu. Plus de matchs que prévu en tout cas. Pour toi, Et peut-être, mais... les deux derniers on va dire. Ouais, voilà. Et avec nous, pour ce podcast bilan, vous avez un petit peu plus l'habitude de l'entendre petit à petit. C'est Tom, comment ça va Tom? Ça va très bien, donc en train de récupérer du sommeil là, après cette saison un peu plus longue que prévu. Mais ouais, très, très content d'être là pour parler d'OKC, voilà, on va parler de la saison qu'ils nous ont faite. C'est très cool de suivre le Thunder cette année. Parce que pendant que les playoffs battent leur plein, nous, notre saison s'est interrompue il y a quoi, plus d'une semaine, 2 semaines maintenant? Je me rends même pas compte. C'était Euh, samedi il y a la semaine qui suit. Ouais, donc, ouais. Donc, après 2 matchs de play-in, bien sûr, ça s'est arrêté. Il est donc temps de dresser le bilan de cette, Tom l'a un petit peu dit, superbe saison, un petit peu surprise. Pour cela, on est chacun venu avec un point majeur que l'on a préparé, un point un petit peu marquant de la saison pour nous, dont on veut débattre et qu'on veut aborder absolument. Mais avant cela, en petit préambule, on va faire un petit retour sur notre sentiment global à la suite de cette saison. Bon, j'imagine que tout le monde sera assez positif là-dessus. Tom, à toi l'honneur. Après 84 matchs, c'est quoi ton ressenti sur cette saison d'OKC? Ah bah forcément très positive. Enfin, suffit de comparer nos pronostics pendant la preview, où dans la rédac on était entre 27 et 30 wins, et quand on regardait la sphère NBA, franchement pas grand monde mettait plus. Et finir à 40 wins plus gagner un match de play-in, on peut que être content, même si forcément le finish est décevant, on se fait rooster par les Wolves. Mais ouais, très, très content d'avoir suivi cette saison qui a été un rebondissement en plus. On a beaucoup, on a redécouvert la compétitivité à OKC. Ça faisait 2 ans qu'on était un peu à suivre les matchs et à pas vraiment avoir le stress de la gagne. Ça fait du bien de retrouver ça, même si les live tweets à 4h du mat, ils sont un peu plus nerveux du coup. Mais bon, c'était forcément, je suis très content de la saison d'OKC, et en plus, ça augure que de bonnes choses pour la suite. Tom a dit la peur de la gagne. C'est plus pour les saisons de tanking, là, c'était plus la peur de la défaite cette saison. Mais oui, le ressenti après, y a pas. Je rejoins ce que vous avez dit. C'est une saison. Voilà, c'est toujours très agréable. C'est les saisons de toute façon les plus agréables. Les fans de n'importe quelle franchise le disent. C'est quand t'attends pas grand-chose et que t'as une équipe qui vient défier toutes les attentes et les surpasser. Ah, c'était une saison où, avec la blessure de Chet, on était quand même assez sceptique sur la saison. On avait vécu effectivement 2 saisons précédentes qui n'étaient pas franchement emballantes, même s'il y avait eu du positif. Et là, pour le coup, tu arrives vraiment au premier tournant majeur de ta reconstruction. Là, ça y est, tu as franchi le premier palier, j'ai envie de dire, tu es arrivé à quelque chose de nouveau. Tu te dis, oui, ok, là, c'est vraiment le chapitre full tanking et full développement, en se disant on est axé uniquement sur la draft, ou en se disant on va perdre des matchs parce qu'on a besoin de renforcer l'effectif via la draft, se rétrécit, voire même se referme, pour laisser place à des envies et des velléités de post-season. Vous l'avez bien dit, c'est une saison d'abord surprise, parce qu'on s'attendait pas forcément à ça, bien qu'on s'attendait à quelques progrès par rapport aux années d'avant. Là, OKC est devenu un petit peu l'un des chouchous de la ligue avec Sacramento, hein, qui a fait une énorme saison, mais l'un des chouchous de la ligue, une des équipes à suivre, une des équipes à laquelle il faut s'intéresser, parce que c'est jeune, parce que ça joue bien, parce que ça gagne des matchs. Bilan presque à l'équilibre à la fin de la saison, ça c'est pas quelque chose qu'on pouvait potentiellement espérer ou qu'on imaginait. Et parce que tu as des joueurs qui s'affirment petit à petit, parce que tu as un collectif aussi qui s'affirme. Et effectivement, comme tu l'as bien dit Constant, saison super agréable à suivre. Il y a eu des frustrations, il y a eu des périodes, ça on y reviendra. Il y a eu des progrès, il y a eu des choses qui nous ont un peu plus frustrés. Mais au final, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que même malgré cette défaite en play-in, qui était plutôt un bonus au final, où on avait là aussi pas d'énormes velléités, on s'attendait pas forcément à passer en étant 10e. Tu arrives à gagner un match
dans le clutch, archi serré, avec une grosse pression à New Orleans. Tu sors contre les Wolves, dont certes qui montrent pas un super visage en playoff et tu te dis que c'était prenable, mais qui était au-dessus de nous sur ce match-là, et t'en ressors pas forcément frustré parce que t'as tellement surpris et produit sur le reste de la saison que ce match-là, en fait, même une qualif en playoff, t'aurais pas espéré grand-chose ensuite, donc c'était vraiment une opportunité, mais ouais, même le scénario du match a aidé aussi, mais tu sors pas frustré de cette saison, même avec ça, et le recul est vite pris en se disant, comme tu as bien dit, une première marche est passée, on peut que accélérer par la suite et essayer de voir plus haut, et le futur s'annonce brillant, parce que Chet va revenir, t'as encore des pics à gogo sur les futures années, t'as du cap space, etc. On en parlera dans nos futurs podcasts cette intersaison, mais tu peux être que optimiste et content de ce qui est arrivé là sur ces 6 derniers mois au KC. Après, si tu avais perdu de la manière dont tu as perdu face aux Wolves lors du premier match face aux Pels, je pense que les gens auraient quand même été, il y aurait eu un peu plus de frustration. Moi personnellement, je sais que la défaite face aux Wolves, elle passe parce que tu avais battu les Pels juste avant et que tu t'étais pas ramené au play-in pour te manger un -30 dès le premier match, c'est que tu l'avais emporté. Après voilà, les Wolves de toute façon ont fait un des meilleurs matchs de la saison. Ils ont quand même bien. Et finalement, c'est le match D'ailleurs, c'est le côté un peu full circle. C'est la saison débute à Minneapolis et la saison se termine à Minneapolis. Par contre, entre les deux, t'as quand même un gap assez monstrueux qui a été franchi. Et voilà, c'était une équipe qui a montré nos points faibles, qui a su user de nos points faibles. Ça se termine pas très bien, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Et puis, encore une fois, si on prend des exemples d'équipes en reconstruction, OKC est sur les traces de Memphis, c'est-à-dire 2 années de rebuild. Première année, tu perds au play-in, et si tu suis un petit peu la progression des Grizzlies, l'an prochain, tu peux viser une qualification en play-off, encore une fois en passant via play-in. Et j'ajouterais, sans trop monopoliser la parole dès le début, mais que OKC, c'était agréable pour nous en tant que fans déjà de suivre cette saison, mais c'était aussi agréable de voir comment la perception du Thunder chez les gens qui ne sont pas fans du Thunder a changé, puisque même vous qui supportez le Thunder, vous le savez, les discours étaient très nauséabonds avant le début de la saison. Ils sont encore restés pour aller, on va dire, jusqu'à décembre-janvier, puis à partir de janvier, il y a eu un shift, un petit peu comme le Thunder, il y a eu un shift dans les mentalités, il y a eu un shift dans les avis, il y a eu un shift dans le regard, et maintenant, quand vous demandez aux gens qui, il y a un an, démontaient le Thunder ce qu'ils pensent, ils sont très élogieux, donc c'est agréable aussi de voir cette équipe que tu soutiens, qu'on a pris plein la tronche pendant 2 ans, avec des rumeurs sur chez Gilgeous Alexander envoyées n'importe où, dans n'importe quelle franchise, de voir que tous les observateurs se disent non, le Thunder est déjà une équipe qui a fait une très bonne saison, mais en plus une équipe sur laquelle il va falloir compter pour les années à venir. Oui, voilà, j'ai à rebondir là-dessus aussi. C'est vrai que la vision du Thunder dans la sphère NBA a beaucoup évolué. Alors peut-être un peu trop, parce qu'on est passé de le Thunder c'est une honte à le Thunder c'est le meilleur projet de l'histoire, quelle dinguerie. Mais c'est bien de voir que... Est-ce qu'ils ont tort ? Bah, Non, je plaisante. moi je suis pour dire oui, mais bon, shifter de l'un à l'autre, c'est quand même... Alors, c'est même pas le meilleur projet de l'histoire du Thunder, c'est pour vous dire. Oui, déjà. Projet Westbrook, Harden, KD, ça envoie, mais ouais, non, très, très content forcément de voir le shift autour de ça, de voir que oui, les rumeurs vont de plus en plus peut-être tendre vers quelle star va accompagner Shea OKC plutôt que quelle star va rejoindre Shea autre part. C'est un shift qui est très intéressant. Et puis même ne serait-ce que dans les votes pour les trophées individuels, c'est tout con, mais coach de l'année, on a Degnault dans le top 3, J-Dub dans le deuxième, oui c'est vrai. Top 3, on a J-Dub dans le rookie de l'année, qui sera probablement deuxième aussi. On a Shea dans le trophée du MIP. Enfin voilà, le Thunder, Shea va probablement même être All-NBA. Enfin, le Thunder est reconnu dans la sphère NBA, et comme tu disais, Constant, on est en train de suivre le modèle Memphis, où je me rappelle, il y a quelques années, à l'époque Denver, qui construisait son projet tranquillement, qui avait buté d'ailleurs 2 fois 9ème, et puis qui après a été rejoint de l'élite de l'Ouest. À une époque où le play-in n'existait pas. Ouais.
J'espère que le Gainsdorf ne deviendra pas Dylan Brooks, par contre, si on suit trop chez Memphis. On a déjà fait des comparaisons, Ouais. hein. Il y a des similitudes dans le jeu, en tout cas. Après, dans la Ouais. mentalité, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Non, mais j'allais rebondir sur la même chose que toi, Tom, sur les trophées individuels et la lumière qui a été apportée sur cette équipe. C'était un petit peu l'équipe à regarder. C'était tu dis ça, bah, t'as pas regardé OKC cette année parce que c'est pas le cas en fait. Des certaines techs, etc. Ça devenait une équipe à regarder un petit peu OKC. Et effectivement, ça fait énormément plaisir pour nous fans qui suivons la franchise depuis quelques temps que le blason se redore un petit peu sur cette saison. Peut-être un peu trop, ça tu l'as bien dit Tom, et c'est quelque chose dont on va parler je pense un petit peu ensuite, mais bien sûr que tu peux être optimiste, et quand tu vois le nombre de trophées potentiels qu'on aurait pu ramener, ou top 3 au trophée que t'as, c'est super intéressant, et tu dis que ouais, on passe pas inaperçu. On reviendra pas forcément sur les aspects individuels aujourd'hui, on citera sûrement quelques joueurs pour illustrer certains points, mais on aura un podcast spécial pour débriefer des saisons individuelles des joueurs. Mais on va commencer avec toi, Constant. Ton premier point, du coup, enfin, ton point majeur, ce que tu voulais aborder sur cette saison, le point qui t'a le plus marqué ou que tu avais envie de partager avec nous. C'est ton moment, c'est ton monologue, c'est pour toi. Non, non, mais ça va être court, ça va être court. Mais et voilà, dans une saison portée quand même sur l'optimisme, je commence avec de la négativité, ou en tout cas de la pondération dans ce qui a pu être dit. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de Sam Presti. Donc j'ai une excuse en béton, c'est que Sam Presti, si vous écoutez les 2h20 de conférence de presse qu'il a accordé, en même temps le gars parle pas de l'année, donc il peut s'accorder 2h20 d'interview de fin de saison. Il a dit que le Thunder n'était pas une équipe à 50% cette saison. Bon, techniquement, t'es en 40-42, donc t'es à une victoire des 50%, ce qui a d'ailleurs été un running gag toute l'année. C'est l'incapacité du Thunder à gagner un match pour revenir à 50%. Mais Sam Presti l'a dit, le Thunder n'est pas une équipe à 50%. Et c'est un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que le Thunder, si on doit, j'aime bien, j'en avais déjà parlé l'an dernier, je m'en souviens, j'aime bien découper la saison régulière en cycles, en tout cas en période, parce qu'une saison régulière, c'est pas 82 matchs linéaires. Il y a des rebondissements, il y a différents courants, des moments où t'es mieux, des moments où t'es moins bien. Et du coup, tout s'entremêle, et c'est bien quand on fait le point de restructurer, ou en tout cas de refractionner la saison. Donc j'ai envie de parler du fait que, effectivement, le Thunder est une équipe qui a été bonne, mais qui n'a pas été aussi incroyable, enfin qui était une équipe bonne, qui a eu une période où elle était très bonne, et qui a ensuite eu une période où elle s'est accrochée. Je vais prendre un petit peu les stats, et pour expliquer les stats, j'ai fractionné la saison en 3 parties. Donc du début de la saison régulière, tout simple, jusqu'au 1er janvier 2023, du 1er janvier 2023 jusqu'au All-Star Break, et ensuite du retour de All-Star Break jusqu'à la fin de la saison régulière. Le début de saison était globalement conforme à ce qu'on pouvait espérer du Thunder et ce qu'on avait prédit du Thunder, à savoir une attaque pas terrible, puisque dans ce laps de temps, le Thunder était la 25e attaque de NBA. C'était globalement un schéma assez similaire à ce qu'on avait vu les 2 saisons précédentes, avec quand même une amélioration, mais c'était pas non plus la folie. Et tu avais une défense qui était 11e, donc à égalité avec les Nets qui étaient 10e, donc tu avais une défense top 10. Voilà, c'était une équipe qui gagnait des matchs avant tout par sa défense, tout en ayant une attaque un peu plus potable que ce qu'elle a pu avoir les précédentes années. Ça, c'est jusqu'au 1er janvier, et à partir du 1er janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'année 2023 a souri au Thunder de manière assez inexplicable, même s'il y a 2-3 blessures, on va pas leur mettre ça sur le dos, mais il y a 2-3 blessures qui peuvent peut-être s'expliquer, c'est que le Thunder, entre le 1er janvier et l'All-Star Break, ça fait 6 semaines, est la 2e meilleure attaque de NBA. Il n'y a que les Kings qui font mieux. Tout en étant la 11e attaque de NBA. Le Thunder a le 2e meilleur net rating entre le 1er janvier et le 16 février. Il n'y a que Denver qui fait mieux. Donc pendant un mois et demi, le Thunder a été la 2e meilleure équipe de NBA selon les stats. 13 victoires, 8 défaites, vraiment un régal complet du jeu collectif de génie. C'était vraiment très agréable. Ensuite, il y a le All-Star Break. Et là, on est de retour sur un schéma un peu plus classique où le Thunder s'est accroché. Alors, il y a eu des blessures, notamment celle de Kenrich Williams, qui ont impacté ce post-All-Star Break. Et on revient sur un schéma un peu plus classique, un peu plus conforme à ce qu'on avait vu avant le passage à la nouvelle année, puisque post-All-Star Break, le Thunder est la 18e attaque,
tout en étant la 13e défense. Donc tu as retrouvé une défense une défense qui toute l'année a été correcte, mais ton attaque a un peu pêché aussi parce que le facteur qu'il faut expliquer et qui est toujours une problématique vis-à-vis du Thunder, c'est l'adresse à 3 points. Parce que le Thunder, sur les 6 semaines où on est exceptionnel, le Thunder tourne à 39% de réussite à 3 points, là où sur les 2 autres périodes, tu es à 34, 18e avant la nouvelle année, et post-All-Star Break, tu es 26e de la ligue en pourcentage de réussite à 3 points à 34%. Donc voilà, c'est ce point que je voulais un petit peu souligner avant de rentrer un peu plus dans le détail sur l'attaque, c'est le fait que tu as eu 6 semaines vraiment exceptionnelles, et le reste, c'était pas forcément fou, mais quand il faut vraiment refractionner la saison et quand il faut se dire, ok, comment on peut la découper ces 82 matchs, il y a vraiment 3 parties, dont une au milieu qui est très très forte. C'est vrai qu'il y a cette mi-saison qui était un peu sortie de nulle part. Comme tu disais, on était parti sur les standards qui étaient annoncés. On partait sur la trentaine de wins, une bonne défense et en attaque du progrès, mais pas non plus exceptionnel. C'est vrai que le mois et demi avant le All-Star Break, t'as des mecs, Isaiah Joe est complètement en feu, Josh Giddey, je me souviens plus de son pourcentage à 3 points dans cette période-là, mais c'était complètement indécent. Moi perso, j'avais l'impression que c'était le moment où le Thunder avait décidé, fuck it, on a une équipe jeune, on court, on assume, alors que tu restais un petit peu sur ta manière de jouer de la saison dernière en première partie de saison, où tu essayais d'abord d'avoir une défense solide et après d'essayer d'initier de l'attaque. Le 1er janvier, c'est devenu un peu plus foufou et ça nous a beaucoup souri. Puis bon, voilà, après le All-Star Break, c'est vrai qu'on a quand même eu un peu de chance en termes de qualité de play-in, que les Mavs aient fait n'importe quoi, que le Jazz se soit mis à reposer la plupart de leurs titulaires. Mais oui, voilà, on a eu un coup dur, mais c'est là où tu vois que ce groupe a progressé, c'est que malgré le coup de moins bien après All-Star Break, OKC a quand même réussi à maintenir le cap et à décrocher la 10e place. Donc, c'est vrai que la saison du Thunder, il y a eu beaucoup de rebondissements, quoi. C'était pas un long fleuve tranquille. On a été très surpris. Moi, j'ajouterais même presque une période post-All-Star Break différente où tu commences très mal, je crois que tu enchaînes 4 ou 5 défaites de suite juste après l'All-Star Break. Et après, tu réagis et tu mets un 8-2, je crois, tu gagnes 8 matchs et t'en perds 2. Et tu recomplètes le comeback pour revenir dans le classement du play-in et tu te mets en position plutôt favorable avec, comme vous l'avez dit, des défaites des principaux concurrents. Bon, c'était beaucoup moins flamboyant qu'en janvier où ça marchait sur l'eau, mais tu t'arrivais à t'accrocher, t'arrivais à gagner des matchs que les années d'auparavant t'aurais perdu pour sûr. Et tu vois, j'aurais divisé aussi comme ça en plus. Mais t'as très bien résumé le fil de la saison. Et sur cette période en janvier, globalement, je pense que tu vois tous les progrès qui étaient en cours sur le début d'année, qui étaient encore en latence et qui étaient en train d'arriver, notamment collectivement, que ça soit dans la collaboration entre tes principaux porteurs de balles, que ça soit un J-Dub qui arrive enfin à s'exprimer beaucoup plus que ce qu'on avait vu auparavant, où il était assez discret, bien qu'il était très bon. Tu vois, tu as plusieurs joueurs qui ressortent, qui étaient vraiment à leur prime sur la saison, et ça s'est senti. Quand t'es deuxième meilleure équipe de la ligue en net rating, c'est même peu, je trouve, que tu sois qu'en 13-8 d'ailleurs quand t'es deuxième de la ligue en net rating. C'est la remarque que je me suis faite quand tu l'as dit. Je pense que t'aurais pu gagner presque encore plus de matchs. Alors est-ce que t'en as perdu beaucoup dans le clutch, est-ce que voilà, mais déjà il y a celui contre le Heat où ils font 40 sur 40 au lancer, hein. Donc voilà, et puis t'as perdu des matchs serrés aussi. Donc ouais, mais là, clairement, tu marches sur l'eau, alors qu'en début de saison, certes, t'avais des progrès, t'avais un Shea qui était déjà très fort, parce qu'il était très fort toute la saison, lui, pour le coup, ça a été le plus régulier, je pense, sur toute l'année, mais c'est plus tes lieutenants qui, pour moi, ont step up à ce moment-là, et puis ton adresse générale, on y reviendra, ton flow offensif, comme l'a bien dit Tom, qui marchait plutôt bien, et on en parlait aussi constant tout au long de l'année dans les épisodes. Il y avait un moment où on était très défense au début et l'attaque marchait pas bien. Puis après on était que attaque et la défense s'endormait un petit peu. Et là à ce moment-là, comme tu l'as un peu bien résumé, t'avais une attaque qui marchait sur l'eau et t'avais une défense qui tenait la route. Et bizarrement tu t'es mis à gagner énormément de matchs et à remonter au classement. Donc ça c'est sans surprise.
Mais ouais, c'est là que tu as senti que le Thunder était à son prime, et on en avait parlé aussi au moment d'aborder le potentiel play-in, est-ce qu'on allait se qualifier ou non. C'est que je t'avais dit, bah moi j'ai l'impression que le prime du Thunder c'était en janvier, et que la fin de saison allait peut-être être dure. C'était le cas, mais par contre j'ai été surpris sur la faculté de s'accrocher sur la fin de saison, d'accrocher des matchs compliqués même sans les gagner. Bon, il y a eu des défaites un peu frustrantes, mais t'as quand même réussi à gagner certains matchs importants. Je pense à Utah, l'un des derniers là qui te permet de te qualifier, bien qu'ils étaient diminués, il faut aller le gagner. Même si tu sentais que les corps étaient fatigués, tu arrivais à tenir, tu arrivais à trouver des fois des solutions du banc, des fois c'était tous tes starters qui étaient super forts en même temps. Donc non, globalement on a vu beaucoup de choses, beaucoup de joueurs sur certains moments tirer leur épingle du jeu. Vous avez cité Joe, il y a eu J-Dub, et après il y a eu au début de saison Kenrich était enfin au milieu de saison Kenrich était très fort avant de se blesser. Voilà, ils ont tous eu un petit peu leur moment, Josh Giddey bien entendu, mais là on parle sur plus de longueur. Mais oui, concrètement la saison, comme toutes les équipes NBA, n'a pas été linéaire, mais elle a été archi positive, et tu as cette espèce de vision du futur où le Thunder pourrait être archi dominant sur ce mois de janvier. Tu vois, ça se trouve, on jouera un jour toute la saison comme ça. Ça sera compliqué, mais ça peut arriver. Alors, si tu tournes à 40% à 3 points sur toute la saison, ça va quand même. Bon, ça arrive, hein, il y a des équipes, je sais plus à combien est Denver cette saison, mais ils doivent pas être très loin des 40% à 3 points. Mais vraiment, tu as l'impression sur ce mois de janvier, c'est vraiment le moment aussi où les gens ont fait leur mea culpa, ou en tout cas ont vraiment compris ce qu'était le Degnod Ball. Là, la réalisation totale des idées que voulait instaurer Mark Denol. C'est que avant ce mois de janvier, en attaque, on voyait où il voulait en venir, mais c'était quand même très théorique parce que les gars mettaient pas dedans. Là, sur ce mois de janvier et sur ce début de mois de février, t'as vraiment eu la réalisation de ce qu'il voulait faire parce que les gars mettaient dedans. Donc après, oui, c'était vraiment une saison où janvier c'était exceptionnel. Lugensdorf tournait à plus de 40% à 3 points. Enfin voilà, c'était une anomalie, j'ai envie de dire, quand tu vois certaines de ces statistiques. Faut penser à Isaiah Joe qui était à 45% à 3 points aussi à ce moment-là. Enfin, Tom en a parlé. Mais tu as eu une saison qui effectivement était loin d'être linéaire, peut-être même un peu plus en montagne russe dans le sens attaque que pas mal d'équipes finalement, parce qu'elles sont pas nombreuses les équipes à avoir connu un haut aussi haut pendant un laps de temps élevé, parce qu'un mois et demi sur une saison régulière, ça fait 21 matchs, comme je l'ai dit, donc ça fait un quart de la saison, et pour ensuite retomber dans des standards un peu plus bas. Donc voilà, le Thunder s'est très bien débrouillé, a su gérer ses temps faibles, même si tu as quand même été bien aidé par les Mavs, effectivement, par Utah, même Portland qui a baissé pavillon trop tôt à mon avis. Tu as perdu des matchs qui étaient frustrants en fin de saison, voilà, le match contre Charlotte, le match contre Indiana, mais tu as eu une équipe qui a su se remobiliser, qui a su ne jamais laisser les bras. Même quand on en avait parlé, je sais qu'on en avait parlé au moment de la blessure de Shea, juste après le All-Star Break, moi je faisais partie de ceux qui disaient bon, allez, c'était fun, mais maintenant on va repartir sur des standards un peu plus de tanking. Et en fait, le Thunder a tout de suite répondu en faisant ce 8-2, a tout de suite dit non, on va pas repartir dans une énième saison dans une troisième saison de tanking. On va aller chercher cet objectif qui était play-in. Et finalement, on avait fait un podcast compétitivité ou développement. On a fait ça peut-être début février, juste avant le Star Break de mémoire. Et finalement, bah, le Thunder a choisi tardivement, parce qu'on reparlera peut-être un peu plus tard des rotations de Mark Denholt, mais le Thunder a quand même choisi in fine la compétitivité. Ouais, si, en reparlant comme ça, par rapport à tes trois parties dans la saison, la première partie c'est un peu le début de saison dans la lignée de ce qu'on faisait l'année dernière. La deuxième partie, t'as trouvé ton identité, ta manière de jouer. Et la troisième, t'as eu plus de réponses sur tes rotations et tes joueurs, parce que on a limité la casse, notamment parce que bah, t'as Shea qui a été monumental. Tu vois, Pierre, tu parlais du retour de break où on perd 5 fois d'affilée. Il y a la blessure de Shea qui rate 4 matchs aussi, par exemple. Ça nous avait fait beaucoup de mal. Donc on a beaucoup dépendu de lui. Même, je sais pas, un J-Dub, la deuxième partie de saison qu'il fait, c'est impressionnant, franchement. En fait, de toute façon, la fin de saison, on a eu des rotations plus réduites.
Même si Degnault, on sait qu'il aime bien mettre 12-13 joueurs des fois par moment Tout l'effectif. sortir un petit Rayman comme ça de nulle part. Mais globalement, on avait une rotation à 9-10 établie sur la vingtaine de matchs de fin de saison. Et on a eu des réponses sur des joueurs qui pouvaient répondre présents dans ce genre de match important. C'est ça qu'on n'a peut-être pas trop abordé, c'est au-delà des choix de Daynol qu'il a plus ou moins justifié ou défendu là en interview de fin de saison, etc. au Presti aussi. Il y a eu des Ah, Dagnol, changements. t'étais pas là, hein. Non mais il en a parlé, je Ah crois oui. avant le play-in ou juste après, je sais plus quand, mais il en a parlé à un Parce que moment, Marc je me Dagnol, souviens. je comprends pourquoi il a sabordé le match contre les Wolves, c'est qu'il voulait Oui, pas aller en playoff, oui, puisque mais sa fille est née le lendemain. il l'a abordé à un moment en fin de saison, je sais plus quand exactement, et Presti en a reparlé ensuite. Mais bon, j'aime bien défendre ma paroisse beaucoup, mais il y a eu des changements dans le roster aussi au cours de la saison, notamment dans cette période qui marchait super bien, avec l'apparition d'un Jalen Williams dans la rotation qui était, on l'a dit, pas très bon au début, voire cataclysmique, et qui s'est affirmé comme un joueur de rotation très utile sur la fin de saison. T'as joué peut-être un peu plus de small ball aussi sur certains passages, parce que t'avais beaucoup de grands blessés, et ça a marché, parce que, comme vous l'avez dit, il y avait plus de rythme, plus d'adresse, plus d'espace, plus de tout, en fait, en jouant small ball. Certes, t'avais des limites parfois défensives, et ça, Tom reviendra dessus, je pense, mais t'as pu t'exprimer autrement en jouant small ball qu'avec un JRE, un Poku, etc., qui, sur une saison, on en parlera, sont pas tombés forcément au bon moment et sont pas blessés au bon moment pour eux. Mais voilà, je pense que ça a joué aussi, et comme l'a dit Tom, que tu trouves petit à petit une rotation au cours de l'année, parce que forcé par les blessures au début, parce qu'il y a un moment où t'as beaucoup JRE, Dieng qui sont blessés, t'as un Muscala qui, je crois, à un moment rate quelques matchs aussi, enfin, qui tu peux pas faire jouer beaucoup, enfin, il y a pas mal de choses qui t'ont obligé à réduire un peu ta rotation, à faire des choix un peu plus marqués, et ça a fonctionné avec la prise de pouvoir sur le banc d'un Isaiah Joe qui avait un rôle très important là sur... dès qu'il a réussi à gagner sa place, globalement, il a eu un rôle très important dans la rotation. Dès que Treman était nul, quoi. Voilà, Donc, au dépend d'un Treman, c'est ce que j'allais dire. Un J-Dub, quand il est passé titulaire, ça a fait beaucoup de bien aussi à l'équipe, parce qu'on l'oublie, mais J-Dub, pendant assez longtemps, il est sur le banc, en fait. il Il fait est une quinzaine de matchs, hein. Il fait Ouais, pas tant, il passe très vite titulaire, puisqu'il y a la blessure de Giro qui intervient début décembre. Donc, et au début, il a pas non plus 35 minutes de temps de jeu comme il pouvait avoir à la fin, enfin voilà. Parce que, aussi, au-delà des rotations vraiment à 10-12 joueurs, il y a l'augmentation du temps de jeu de certains joueurs, de certains cadres, qui a pu se faire ressentir aussi petit à petit, ou ce switch en mode, bon, on a vraiment clairement quelque chose à jouer, on peut peut-être aller au play-in, c'est avéré, et tu vois que les mecs ont commencé de jouer plus aussi, j'ai l'impression. ouais, tardivement, ça encore, je Ah, mais trouve que tardivement, oui, oui, c'est mais ça s'est arrivé senti. tardivement. Mais 13 matchs sur le banc pour J-Dub cette année. En même temps, au début, il se fait casser la pommette par Jaden McDaniels. Donc, bon, il a loupé que 4 matchs. Bon. Et sinon, il aurait joué que 17 matchs. Mais finalement, puisque 7ème match contre Orlando, il est titulaire, hein, déjà. Parce que Josh Giddey devait pas être là. Enfin bref. Mais il a alterné. Et c'est à partir du moment où il y a la blessure de Poku où il passe titulaire, un temps plein, et où, à mon avis, il n'est pas prêt de quitter ce spot de starter. Mais on va pas rentrer dans l'individuel. Mais au début, ça alternait, puisque finalement, je vais pas prendre le truc de Tom. Donc voilà, mais c'est au début, même quand tu avais JRE et même quand tu avais beaucoup, Dagnall c'est quand même pas mal adapté sur les 5 majeurs en fonction de l'adversaire. Après, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai l'impression que si on peut résumer aussi cette saison, c'est que c'est une saison d'opportunité. Et ça rejoint un peu les blessures. C'est que Treman n'a pas su saisir cette opportunité. Là où un Isaiah Joe, il joue, il fait son match contre Dallas, il gagne ses minutes. Et même au fur et à mesure de la saison, à chaque fois qu'il jouait, il était bon, jusqu'à un certain moment où il s'est un peu calmé, mais il a gagné cette place de 6ème homme. Tu prends même un Ron Wiggins, qui n'était pas tout le temps, loin de là, qui n'était pas tout le temps dans la rotation, à chaque fois qu'il jouait, il était positif. Donc il a fini par gagner des minutes et par jouer beaucoup de minutes sur la fin de saison. Donc voilà, c'était. Et pareil pour Jalen Williams, hein. Jalen Williams était mauvais. Bon, il a eu de la chance parce que les blessés ont mis du temps à revenir. Donc il a su, il a pu profiter des absences des autres pour être mauvais avant d'être bon. Mais Jalen, c'était un gars qui a lancé sa saison au 1er janvier pour finir à débuter quasiment tous les matchs, voire 100% des matchs à partir du moment où il s'est retrouvé titulaire. Donc c'est vraiment une saison d'opportunité, je trouve, que ce soit pour Mark Delnault, mais aussi pour les joueurs.
Ah bah Degnault, il a eu beaucoup d'occasions de tenter de s'adapter. Même sa tentative de mettre Kenrich au poste 5, ça Ça a a très payé, bien quoi. marché. Ça a marché, ouais. C'est vraiment dommage que Kenrich se soit blessé parce que putain, Kenrich poste 5 au play-in, Ah, Bah, ça aurait donné quelque chose de c'était sympa. qui tout double, hein. C'était soit ils arrivaient à le matraquer à l'intérieur, soit on les explosait par la vitesse et les switches, quoi. Mais Non, mais même sur les zones, enfin, oui, quand t'as vu la difficulté du Thunder à attaquer une zone, que ce soit lors du play-in ou que ce soit après la blessure de Kenrich, tu te dis que Kenrich, avec son rôle de connecteur, on va l'utiliser dans chaque podcast maintenant, avec son rôle de connecteur, il peut casser une zone, il pouvait mettre un mid-range, et même défensivement, sans trop rentrer. J'ai le souvenir vraiment d'un match face aux Wizards. C'est le match à OKC, puisque le match à Washington, c'est le game winner de chez. Mais t'as un match face aux Wizards où vraiment Porzingis nous met une sauce monumentale en première mi-temps et Degnault fait un small ball fight avec Kenrich Williams, c'est où il l'éteint complètement. C'est vraiment, on a vu en fait dans une saison qui était malgré tout compétitive, t'as quand même vu de l'expérimentation du côté de Mark Degnault et ça c'est positif. Et puis, ce small ball 5, Degnault s'en est pas mal servi, même en fin de saison. Quand Jay Will avait du mal et que tes seules rotations c'était du Saric ou du Sar, il a tenté du Harold Wiggins, tu vois, mais ça a beaucoup moins d'effet que quand c'est du Kenrich qui était vraiment parfait dans ce rôle-là. après, au-delà des opportunités et des tentatives d'adaptation, tout le monde a eu sa chance, hein, globalement, je trouve que t'as réussi, bien qu'il y ait encore des incertitudes, hein, sur pas mal de joueurs, t'as réussi à élargir un petit peu ton noyau, c'est un grand mot, mais les joueurs sur qui tu peux compter dès l'année prochaine, sur qui tu sais que tu peux être compétitif en les faisant jouer et que t'as peu de risques en fait. Par exemple, je pense que dans la rotation, dans nos estimations de rotation l'année prochaine, on sera peut-être un peu plus précis parce qu'on a déjà plus d'idées de niveau de certains joueurs. Là, t'as déjà tes 4 joueurs principaux que tu sais qui vont jouer pas mal de minutes, etc. T'as un Jay Will qui aura un En rôle dans 5, la... hein. Ouais, ouais, T'as mais... oublié le grand dadé. Non, mais... Ah oui, non, mais je le compte pas parce qu'il a pas joué cette année. Mais oui, t'as 5. 4 plus 1, 4 Oui, plus 4 1. plus 1. T'as Jay Will que tu sais qu'il va être dans la rotation, bien qu'il y ait des limites, etc. Vu ce qu'il a montré sur la fin de saison, il va être dans la rotation l'année prochaine avec quand même pas mal de minutes, je pense. T'as un Joe qui va être dans la rotation. T'as un Wiggins qui sera peut-être un peu moins parce qu'on sait qu'il joue plus ou moins, mais qui a montré qu'il pouvait l'être entièrement dans la rotation. T'as Kenrich qui devrait être de retour. Tu vois, là, ça fait déjà 8 ou 9 joueurs que tu te dis, ok, eux, en les faisant jouer, on va gagner quelques matchs, concrètement. Et ça, tu l'avais pas l'année dernière, où t'avais plein d'incertitudes, t'avais eu des blessures des 4, t'avais eu plein de choses, et t'avais encore beaucoup trop de jeunes à développer qui n'avaient pas prouvé, sur lesquels tu n'avais pas forcément statué. Alors il y a encore des joueurs comme ça, un Treman n'est pas fini pour la NBA, un Dieng est encore très brut et pourra énormément peut-être progresser sur un été, on ne sait pas, t'as un Poku qui a encore énormément d'incertitudes, un JRE avait montré des bonnes choses, enfin voilà, on peut faire la liste complète, mais t'as un noyau déjà de 8, 9, que tu te dis, ok, eux, bah, on peut aller à la guerre avec eux, entre guillemets, quoi. Oui, après, t'as eu des certitudes dans le bon et dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Parce que t'as eu des certitudes sur certains joueurs de manière positive et t'as eu des certitudes sur certains joueurs de manière négative. Après, on va pas aller jusqu'à dire qui va s'inscrire dans le futur, puisque ça, un C'est un live autre sujet. spécial. C'est un live spécial. Mais oui, effectivement, après, je peux pas m'empêcher de me dire quand même que c'est aussi des certitudes que tu as acquises parce que tu as drafté des mecs, tout simplement, et que c'était des joueurs qui n'étaient pas présents l'an dernier. Alors oui, il y en a certains qui ont progressé, et tu vois un J-Dub, un J-Will, un Zaya Joe, c'était des joueurs qui n'étaient pas présents l'an dernier, et qui, de par leur arrivée, a quand même fait un bien fou, parce que oui, le Thunder a fait une belle saison, évidemment, parce que Shai Alexander a franchi un step absolument monstrueux, parce que Josh Giddey a progressé, mais aussi par l'arrivée qui était considérée comme mineure, en tout cas comme pas très importante. Jay Will, on en attendait franchement pas grand-chose. On se disait c'est un pic de second tour, voilà, et finalement il s'est retrouvé à débuter plus de 35 matchs. Un Isaiah Joe, qui est un joueur que tu récupères juste avant le training camp, si je dis pas de bêtises, parce que Philadelphie le coupe, ça c'est encore une grande idée de la part de Daryl Morey, alors qu'il l'avait drafté en plus, mais bref. Et voilà, c'est des joueurs où tu te dis, c'est des paris. Quand on avait bien résumé, quand on avait parlé de l'arrivée d'Isaiah Joe, on s'était dit, bon, c'est à Paris, et finalement, c'est un pari qui s'avère être gagnant parce que
au bout du compte, Treyman n'est pas forcément très bon et Isaiah Joe se retrouve à être ton 6e homme sur la fin de saison. Alors 6e homme un peu par défaut parce que le banc était quand même bien vidé en fin de saison, mais c'est vraiment une saison où tu as eu des opportunités, où tu as acquis des certitudes, pas forcément sur les joueurs que tu espérais ou que tu pouvais prévoir. Et t'as acquis des certitudes sur ces joueurs aussi parce que t'as enfin rejoué une saison compétitive jusqu'au bout. Et du coup, on a pu voir des mecs, même des gars de rotation, tu vois, qui ont eu leur place en fin de saison alors qu'on les attendait pas. Genre Dieng a eu des minutes, Lindy Waters, il a eu pas mal de minutes. C'était peut-être pas forcément une bonne idée d'ailleurs, mais c'est des mecs qu'on a pu voir dans un contexte, tu dois gagner les matchs, on compte sur toi dans tel rôle et faut performer. Tu vois. Alors Tu, que tu les as vus au play-in même d'ailleurs, hein. Tu Ouais, les as au vus jouer. play-in aussi. Tu vois, un Ron Wiggins, par exemple, je vois pas ce qu'il peut faire de plus pour rater la rotation, parce il a été excellent et très important pour notre fin de saison. Donc ouais, la progression est là. T'as enfin des réponses sur des joueurs, t'as enfin une identité qui se dégage et qu'on voit sur le parquet, parce que les dernières, on voyait un peu ce que Degnaud voulait faire, mais ça se traduisait pas forcément, parce qu'il avait pas forcément le matériel. Là, cette année, il a plus le matériel, on voit que c'est pertinent et que le basket que met en place Degnault, ça peut être viable. Donc on a beaucoup de réponses sur le futur d'OKC grâce à cette saison, c'est peut-être la grosse satisfaction de l'année. Bah, tu me fais une bonne transition pour mon point majeur, le point que je veux aborder, qui est pour moi, bah, je pense même pour globalement pour tout le monde, la plus grosse satisfaction collective sur l'année, c'est les progrès offensifs, c'est l'attaque que OKC a produit cette année. Pour partir de base, juste pour illustrer ces progrès, l'année dernière, 2021-2022, 103.8 d'offensive rating, cette année 114.2, Ouais, bah, quand donc tu pars d'aussi bas en même oui, temps. voilà, non, voilà. Il faut mettre les stats quand même, il faut contextualiser. Alors, il y a plus 11 points, certes, là, sur le chiffre, mais c'est à mettre, je pense, en commun avec une augmentation globale de la ligue sur les offensive ratings. Quand j'ai regardé un petit peu, il y a d'autres équipes qui ont beaucoup augmenté. Globalement, j'ai l'impression que pas mal de monde avait augmenté et que la moyenne était plus haute que l'année dernière, mais pas grand monde n'a augmenté autant que OKC. Et pour illustrer ça, c'est que l'année dernière, on était dernier, cette année, 16e attaque, on est à peu près à hauteur des Bucks. Je pense que si tu m'avais dit qu'on allait aussi bien attaquer que les Bucks sur cette année, bon, j'aurais pas forcément cru ça. Alors, à quoi est un peu due cette augmentation? C'est ce que j'ai essayé de réfléchir et essayer de regarder. Et d'abord, on a commencé de le dire, pour moi, c'est le personnel que tu as utilisé, c'est ton roster. D'abord parce que tu as tes cadres qui sont très peu blessés cette année, il faut quand même le mentionner. Shea a manqué quelques matchs, mais pas énormément. Guidi aussi. Dort, je sais même pas s'il en a manqué, ou très peu. Si, il s'est J-Dub, blessé à un moment et en défense c'était pourri. oui, Il a joué c'est vrai. 74 matchs. Ouais. J-Dub en a manqué très peu, on en a parlé aussi. Globalement, tes joueurs majeurs étaient là, et notamment pour chez Guidi, ça te change clairement la phase de l'attaque hein, quand ils sont là. Parce que bah, Shea va être. On en a parlé au NBA Team, mais probablement dans la First Et Team NBA d'ailleurs. First, hein, vu les Oui, leaks. oui, et C'est même d'après les leaks, c'est le guard qui a reçu le plus de ouais, votes. Hein. donc il serait peut-être même top 5 MVP d'ailleurs, selon certains. Donc ça pose une saison. Guidi, on l'a vu, même à côté de Shea, a pu faire une saison statistique très intéressante, très proche de ses standards en augmentant l'efficacité. Bon, ça on y reviendra dès la semaine prochaine ou très bientôt. Mais voilà, déjà t'as plus de blessés, tes cadres sont là, et puis t'as l'ajout de certains joueurs compétents offensivement. On en a parlé d'Isaiah Joe, il a énormément aidé offensivement, même Sam Presti l'a cité dans son interview de sortie. Aaron Wiggins a beaucoup aidé offensivement, Kenrich quand il était là a beaucoup aidé offensivement cette saison, J-Dub, J-Will, Muscala bien sûr quand il était là, mais même d'ailleurs Saric sur certains matchs où sur le 8-2 post-break il était important, il a été intéressant, même si la fin de saison était compliquée, il a pu aider dans ce point-là. Donc déjà le personnel utilisé aide énormément à ses progrès offensifs, et comme tu l'as très bien dit Tom, on a pu voir ce que Degnault voulait mettre en place quand il a eu les moyens de le faire et quand il a eu les joueurs pour le faire. Donc ça on va être que dans le prolongement de ça, j'espère, dans les futures saisons. Ensuite, l'autre point majeur de tout ça, c'est l'augmentation de l'adresse. Bon, ça c'est évident. OKC était la pire équipe à 3 points l'année dernière. Cette année, même l'année précédente. Hein. On doit faire le back-to-back, je crois. c'est possible. Cette année, on repasse 17ème, on a augmenté de plus 3 points sur le pourcentage à 3 points, justement. On est passé de 32 à 35% à peu près, d'une saison à l'autre. On est passé à 36% sur les catch and shoot, donc ça fait plus 4 points par rapport à la saison d'avant.
Et ça, bah, encore une fois, c'est dû à ton personnel, mais c'est aussi dû à des progrès internes. Alors on a beaucoup parlé des progrès de Josh Giddey avec Chip. Il a augmenté, mais ça reste l'un des pires shooters pour OKC, hein. Bien qu'il ait eu des périodes très fortes, c'est l'un des pires pourcentages de l'équipe. Mais en fait, globalement, quand tu regardes la liste là de roster du Thunder, t'as presque aucun gars qui a un mauvais ou vraiment très mauvais pourcentage à 3 points. Les plus faibles, c'est avec Josh Giddey à 32,5, ça va être Dort à 33, et après, il faut aller chercher un Treman à 31, un JRE à 33, mais globalement, tes joueurs qui en prennent le plus et qui jouent d'ailleurs, bah, sont super efficaces. T'as un Joe à plus de 40%, un Jalen Williams, assez improbable, à plus de 40%. Voilà, globalement, ton adresse a énormément augmenté, et ça a eu un impact énorme sur ton attaque, parce que déjà, tu peux sanctionner les erreurs défensives, tu peux enfin sanctionner les tirs que les défenses te laissaient ouverts. On se souvient de notre débat, est-ce qu'on trouvait des bons tirs, ou est-ce que les défenses nous laissaient ouverts? Ben là, ils ont laissé ouvert longtemps, on les trouvait bien les joueurs tout seuls, et ça a été sanctionné, donc petit à petit, les défenses ont dû s'adapter. Et Les le fans fait que des Cavs se posent la même question. oui, ouais, c'est ça. Et le fait que tu mettes des tirs, et ben ça t'ouvre encore plus les lignes de drive, ça te laisse encore plus d'espace pour Shea, pour Giddey, etc. Ça augmente encore ton spacing, bien que tu en avais avant un peu théorique, on va dire, parce que tu avais du spacing juste parce que les joueurs étaient bien placés, mais tu mettais pas dedans. Là, il est plus du tout théorique le spacing, et du coup, ça a énormément aidé ton collectif offensif. Ça, c'est le point majeur. Je pense qu'on en a beaucoup parlé avec Constant tout au long de la saison, c'est les progrès au tir. Quelques autres petits points, meilleure faculté à aller aussi sur la ligne des lancers francs. Bon, merci Shea pour ça, mais t'as eu un meilleur free throw rate, t'as aussi des meilleurs pourcentages au lancer, t'as augmenté tes pourcentages au lancer. Bien sûr, et ça Tom en a parlé un petit peu aussi sur la période un peu fast du Thunder en janvier, augmentation de la pace, augmentation de l'envie de courir. Sans parler chiffres, j'ai plus parlé attitude là. C'est même en play-in, et c'est d'ailleurs ce qui a valu une exclusion à Mark Denol, si je me trompe pas, sur un des derniers matchs, ou une technique en tout cas. C'est une envie constante de relancer la balle, au panier encaissé, bah, c'est pas grave, on relance la balle, on essaie de marquer tout de suite, rebond offensif, tout de suite on donne à Shea ou à Giddey, et ça court, c'est une chose qu'on avait envie de voir avec Constant, et ça a très bien fonctionné cette année, ça a énormément couru, parce que là aussi t'as des joueurs compétents, un J-Dub que t'ajoutes est très bon en transition, donc ça c'était un vrai plus. On a découvert d'ailleurs qu'il y avait des systèmes sur transition, sur lancer franc notamment, pour permettre à Shea de jouer ses 1 contre 1 tout terrain. Ça c'est quelque chose qui était assez intéressant à apprendre. C'est Minnesota, ça. Ouais, il l'appelle, Ouais, ça. oui c'est Minnesota je crois qu'il l'appelle. Donc c'était assez intéressant. Et plus globalement, il faut donner du crédit à Mark Daigneault offensivement, parce qu'on l'avait décrit comme un coach qui avait déjà prouvé défensivement avec peu de moyens, mais là, offensivement, on voit ce qu'il veut mettre en place, une équipe qui drive énormément, parce que cette année, encore une fois, 64 drives par match, t'es à 9 de plus que la deuxième équipe, c'est énorme. T'as encore augmenté ton nombre de drives par rapport à l'année dernière, et en plus t'es plus efficace sur les drives. Donc ça c'est assez intéressant. Une équipe qui perd peu la balle, un très bon ratio assist-turnover, t'es une très bonne équipe dans la ligue sur les turnovers, et il y a des matchs d'ailleurs, on a perdu très peu de ballons, on prend soin du ballon. Ça manque un petit peu d'assist, mais tu joues beaucoup d'1 contre 1, tu joues beaucoup de drive, donc forcément t'as moins de passes décisives. Donc je conclurai juste en disant que là, la stratégie collective offensive, on commence de la voir. On parle moins juste de collaboration entre Giddey et Shea, comment ça va fonctionner, mais on parle plus d'un collectif global à 3 joueurs dominants, avec un Dort qui parfois prend trop de responsabilités, mais a des responsabilités. Mais voilà, t'as 3 joueurs majeurs. Donc ouais, c'est un énorme point de satisfaction, et on espère qu'en ajoutant des petits compléments dès cet été, tu continues dans les progrès là, et que l'attaque s'approche peut-être un jour d'un top 10 de la NBA, ça serait pourquoi pas l'objectif. De toute façon, tu es dans un jeu analytique, hein. Tu as embrassé vraiment ce côté analytique, drive and kick. Enfin là, c'est quasiment que ça. Il y a très peu de mid-range au Thunder. Et t'as parlé des drives. Moi, j'avais la stat, effectivement, 64 drives. Sachant que, mais ça, c'est quelque chose, on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose qui était déjà présent ces 2 dernières années, puisque vous prenez le Thunder de cette année, le Thunder de l'an dernier et le Thunder d'il y a 2 ans, c'est respectivement la première, la deuxième et la troisième équipe qui fait le plus de drives sur ces 10 dernières années en NBA, sachant que
je dis ces 10 dernières années, puisque avant tu peux pas, enfin le nombre de drives n'était pas recensé. Donc c'est probablement l'équipe qui a fait le plus de drives peut-être même de l'histoire. On le saura jamais, mais c'est peut-être l'équipe qui a fait le plus de drives de l'histoire cette saison. Et encore une fois, sans trop s'avancer, puisqu'on fait le bilan de la saison, mais sans trop s'avancer, moi je rêve vraiment de voir une équipe avec un Shai Gilgeous-Alexander qui drive et avec que des shooters à côté. Parce que quand tu vois ce que peut faire Shai Gilgeous-Alexander quand il a des lignes de drive qui sont ouvertes et ce que peut faire l'attaque du Thunder, sachant qu'on a déjà parlé il y a 2 semaines quand on a fait la preview, mais le Thunder, encore cette année, est l'équipe qui prend le plus de 3 points wide open, bah tu mets des shooters compétents, en tout cas, parce que voilà, je dis on verra les progrès, parce qu'il a progressé, mais on verra s'il shootera un jour un pourcentage qui convient à la moyenne NBA, à savoir 35%. Lou Dort n'est pas le plus efficace, mais tu voyais quand tu avais des line-up où tu avais Shai Gilgeous-Alexander qui était utilisé en lien avec Kenrich Williams, avec Isaiah Joe et Mac Muscala, bah offensivement, c'était vraiment exceptionnel, parce que tu avais des lignes de drive absolument ouvertes pour Shai, et quand il kick out pour un shooter, le shooter était très souvent ouvert, voire grand ouvert, et il mettait dedans. Voilà, sur l'attaque, c'était un point qu'on voulait voir, et c'était un point qu'on avait souligné quand on avait fait le podcast Vrai ou Faux, parce que je sais que les gens s'amusent à réécouter les podcasts 6 mois après. C'est vrai, les commentaires. on a eu un commentaire sur ça, c'est vrai, ouais. Dédicace, si tu nous écoutes, j'ai oublié ton pseudo, mais j'avais dit dans le Vrai ou Faux que le Thunder était à un déclic offensif d'être une équipe compétitive. Ça, pour le coup, je n'ai pas dit de conneries, puisque le Thunder est devenu une attaque honnête, et du coup, le Thunder est devenu une équipe aux portes des playoffs. Donc voilà, pas grand chose à ajouter. La pace, moi, ça faisait 2 ans que je disais que, enfin, ça faisait 2 années que je répétais, je voulais voir cette équipe courir. Et effectivement, la pace, de manière globale, elle a augmenté encore comparé à l'an dernier, mais le Thunder, l'an dernier, était la 12e pace de NBA à 99. Cette année, le Thunder est la 3e pace de NBA. Il n'y a que les Warriors et les Spurs qui font mieux que nous. Voilà, le rythme aussi, parce que tu as provoqué des pertes de balles chez tes adversaires, ça c'est un peu sur la défense, mais quand tu provoques des pertes de balles, bah, tu as plus d'aspects en transition. On a beaucoup plus vu de transition de la part du Thunder cette saison que les deux précédentes années. Voilà, le Thunder était même une très bonne équipe de transition, chez Gilgeous-Alexander est bien, mais des progrès en attaque qui sont conséquents, qui sont pas, qui ne nous rassasient pas, parce qu'on a toujours envie de voir une équipe. Enfin voilà, le Thunder est même pas dans la moyenne NBA si on prend la saison. Donc il y a encore une marge de progression, notamment à 3 points, notamment dans la provocation de fautes, parce que hormis Shai Gilgeous-Alexander, c'est quand même une catastrophe. Sam Presti a bien sorti les fourches pour aller taper un petit peu dans le dos de Josh Giddey et faire bon, tu vas progresser, tu vas aller me chercher des lancers l'an prochain. Mais voilà, il y a toujours des axes de progression. Le Thunder est loin d'être une équipe parfaite en attaque, mais le step franchi est quand même assez conséquent. Et hormis les Kings, j'ai du mal encore une fois à voir quelle franchise cette saison a franchi un step aussi conséquent en attaque par rapport à ce qu'elle avait proposé l'an dernier. Mais tu partais de tellement loin que le step était plus simple à franchir que d'autres équipes. Ah bah, s'il n'y avait pas les Kings en NBA, on serait le centre de toute l'attention en termes de hype, hein. Mais ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Constant, c'est vrai que s'il y a un point un peu négatif dans notre jeu offensif, c'est vrai qu'on provoque peu de fautes. Tu parlais de Josh Giddey, il en provoque même pas 2 des lancers par match. Pour un mec qui prend quasiment 15 tirs par match, et la plupart à 2 points, c'est beaucoup trop peu. Même un J-Dub, alors c'est un rookie, donc on est plus indulgent avec lui, mais il provoque 2,5 lancers par match, c'est pas assez aussi. Voilà, il y a toujours des axes de progression à avoir. Maintenant, c'est vrai que t'as ton modèle clair, c'est Shai Gilgeous-Alexander. On en parle pas mal dans la conf, c'est un peu le Yanis des guards. C'est un mec qui vit son cercle. Me pique pas ma compa, hein. C'est constant. De crédit. Je l'ai déjà dit en live, de toute façon, les gens sont Bon. témoins. Ça va être record, c'est bon, elle est pour toi. mais oui, non, voilà. Non, je n'ai pas inventé. Shai, c'est le Yanis des guards. Il vit sous le cercle, il a besoin de shooters autour de lui. Il est ultra athlétique aussi. Ça, faut le dire. Et d'ailleurs, si tu regardes les meilleurs line-up à côté de Shai, pour corroborer ce que tu disais, les 2 meilleurs line-up à 2 d'OKC en termes de plus-minus, alors le plus-minus ça reste un peu limité comme stat, mais c'est Shai avec Isaiah Joe, qu'on a beaucoup vu cette année. C'est peut-être la line-up à 2, non, c'est peut-être la line-up à 2 qu'on a le plus vu avec un joueur en sortie de banc.
Et la deuxième line-up, c'est Shea avec Muscala, alors on a eu que 40 matchs entre les deux. Donc ça montre bien. Il y a même Shea avec Treman qui est très haut dans les plus-minus. Montre bien que Après, cette stat, elle est pas totalement. attention aux minutes aussi, parce que il y a Oui. aussi, faut faire gaffe aux minutes. Ce qui est intéressant, c'est que 400 minutes, hein. ces joueurs-là sont utilisés de la même façon avec Shea, sur pas mal de possessions. C'est le pick and pop. Globalement, Isaiah Joe a fait la moitié de son beurre cette saison sur le pick and pop avec Shea, où Shea était trappé, et il posait même pas un écran, il avait juste à courir à 3 points, et ce que fait Muscala aussi tout le temps, depuis quand il était à Oklahoma. Donc, bon, si on peut exporter ça un peu plus sur plus de choses, ça peut être très intéressant, effectivement. Sur un certain joueur 7-footer, Oui. par exemple. Blanc. Je donne ce nom au hasard. Non, mais Mais, effectivement, la line-up tout-men chez Gilgeous Alexander, Isaiah Joe a fait 753 minutes. Isaiah Joe a passé plus de minutes avec Shea sur le parquet. Enfin, les minutes d'Isaiah Joe sur le parquet ont été faites avec Shea Gilgeous Alexander plus que les minutes avec Isaiah Joe sur le parquet sans Shea Gilgeous Alexander. Effectivement, le net rating quand Shea et Isaiah Joe sont sur le parquet est de 6.3. Le net rating. L'offensive rating du Thunder est à 121.3, sachant que quand Isaiah Joe et Shea Gilgeous Alexander ne sont pas sur le parquet, l'offensive rating du Thunder est à 107. Il y a quand même 14 points d'écart. Donc oui, et même si on va chercher les stats avec Kenrich, on doit être sur des trucs sensiblement similaires. Mais voilà, le combo Shea Gilgeous Alexander, Isaiah Joe était vraiment très létal, surtout à partir du moment où on va dire Isaiah Joe était planqué dans un corner, ou en tout cas quand il se prenait pas encore pour ce qu'il n'était pas. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant de voir chez Gilgeous Alexander avec Isaiah Joe et avec Mike Muscala. Et ça explique peut-être aussi pourquoi Isaiah Joe était notre 6e homme. Très souvent notre premier entrant, c'est que Shea, avant cette blessure et que les rotations changent, le fameux management de minutes de Mark Daigneault, alors que Shea jouait 38 minutes par match, Oui. c'est que Shea jouait l'entièreté des premiers et troisième quart-temps, et du coup, le premier joueur de banc qui rentrait, c'était Joe, pour qu'on ait le duo en même temps, et qu'on ait notamment pas de Giddey et Joe, là ce sera plus sur la défense, mais voilà, qu'on ait ce duo Shea et Joe qui marche bien, quoi. En plus, il avait de la chance, Joe, il avait tous les... quand les fins de premier quart-temps où Shea s'énervait pour scorer ses 15 points sur le premier quart-temps, il était toujours là. Comme ça, soit c'était lui qui scorait, soit c'était Shea, donc il pouvait profiter un petit peu de l'impact de Shea sur ses quart-temps. Je voulais juste ajouter aussi quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais il y a quand même beaucoup plus, bon, ça vient aussi du personnel, mais t'as beaucoup plus de variations offensives et de choses proposées par Mark Daigneault, certes sur des choses très courtes dans le temps et dans les systèmes, mais beaucoup plus de choses pour mettre en valeur certains joueurs. Là, on vient de parler de Joe qui a été utilisé en tant que pick and pop. Sur le play-in, on a eu du Giddey en short roll où j'étais assez fan de ça. J'avoue, parce que quand t'as Giddey en tête de raquette, qui peut distribuer ou driver, etc., c'était plutôt cool. Non, il y a eu pas mal de choses, en fait, des adaptations aux forces de chacun, sur les lectures, voilà, sur pas mal de choses qui ont permis de mettre en valeur pas mal de joueurs individuellement. Un J-Dub, par exemple, même s'il n'y avait pas beaucoup, je pense, de choses appelées pour lui, avait toujours un petit espace pour qu'il puisse s'exprimer, des capacités de drive pour qu'il puisse montrer tout ça. Et j'ai fait un article sur les touches montrant comment on utilisait ça et comment on utilisait l'intelligence des joueurs sur ces situations, mais globalement c'est sur tout le collectif offensif que ça s'est ressenti, sur les cuts, sur 2-3 actions, sur les passes, enfin, on a rarement eu autant d'actions collectives qui ont marqué que cette année, notamment, bon, les dernières années c'est évident, mais avant on avait peut-être un petit peu moins ça, où c'était des énormes actions individuelles. Là je trouve qu'on a eu pas mal d'highlights collectifs, de la balle qui tourne, etc. On n'est pas au niveau des Warriors sur ce qu'ils peuvent produire, même là en playoff, mais il y a eu des actions où la balle a très bien tourné, où tout le monde se trouvait bien avec des cuts, des écrans bien placés, enfin voilà, de ces choses-là, et je trouve que c'est de plus en plus agréable à regarder, bien que Shea monopolise quand même beaucoup la balle, on y reviendra plus tard, mais c'est plus agréable à regarder qu'auparavant, je pense. Bah, cette manière de jouer qui est agréable, c'est aussi dans la lignée des choix de Sam Presti à la draft. Il draft beaucoup de mecs qui aiment passer la balle. Le fait que Shea fasse beaucoup d'ISO, c'est bien que t'en parles, parce que en regardant les stats, moi je pensais qu'OKC allait être plus haut. Je crois qu'on est average en termes de circulation de balle. Je pensais qu'OKC serait vraiment plus haut, mais c'est vrai que Shea monopolise beaucoup le ballon. Mais sinon, d'avoir drafté des mecs comme Josh Giddey, tu parlais des touches, les remises en jeu de Josh Giddey,
Je sais pas qui est meilleur dans la ligue que Josh Giddey là-dessus. Franchement, il est impressionnant. Et puis même des mecs qui, je sais pas, un Kenrich Williams forcément. Lugensdorf a un peu progressé d'ailleurs là-dessus. Alors ça reste pas incroyable, mais il a un peu progressé en termes de vision de jeu. Ou même quand on a installé Jay Will au poste 5, Jay Will a d'autres défauts, mais c'est un pivot qui fait de très bonnes passes, qui est excellent pour faire bouger le ballon. Donc voilà, ça va dans la lignée de ce que développe Sam Presti, là où l'ancien projet d'OKC était beaucoup plus basé sur de la défense, du jeu ultra athlétique et beaucoup d'individualité offensivement. Là, tu es beaucoup plus sur un jeu où le ballon circule, où tout le monde peut plus ou moins briller. Qu'est-ce qu'elles me font peur, les passes de Jay Will, un peu en mode handball, là, qui traverse tout le terrain. Qu'est-ce que j'ai peur de ces passes à chaque fois. Elles passent, pourtant elles marchent souvent, ou elles apportent pas forcément un tir, mais elles sont dangereuses. C'est plus les passes en short roll qui me plaisent de Jay Will. Oui, ou en backdoor sur les cuts quand il est posté, ou quand il est en web. Ouais, non, mais là j'étais en train de vérifier, mais vous parliez d'isolation. Shea a joué moins en possession. Shea a joué moins d'iso cette année que l'an dernier. Donc voilà, c'est le petit stade. Bon, ça reste quand même le 3e joueur qui joue le plus d'ISO de toute la ligue derrière Luka Doncic, Joel Embiid. Cette année, il a joué plus d'ISO que James Harden. Alors que l'an dernier, si vous vous souvenez du podcast qu'on avait fait sur Shea l'an dernier, le premier en ISO c'était le James Harden de Brooklyn et le deuxième en ISO c'était le James Harden de Philly. Et en 3e, il y avait Shea. Donc Shea reste toujours à la 3e place, mais il y a 2 gars qui lui sont passés devant. Mais après, oui, vous avez parlé de Josh Giddey sur short roll. Vous l'avez un petit peu mentionné, mais il faut appuyer là-dessus. Quand tu as des joueurs qui se projettent sur des cuts, notamment un Ron Wiggins, notamment un J-Dub, c'est une arme létale en fait. Enfin, je vois pas dans quel scénario une équipe peut se dire Josh Giddey sur short roll, c'est une bonne idée. Enfin, c'est le cheat code ultime d'avoir Josh Giddey sur short roll. Parce que dans les lectures, il va toujours faire le bon choix. Et effectivement, ça rejoint ce qu'a dit Tom sur la philosophie de draft de Sam Presti. Il veut des joueurs intelligents. Bon, quitte à avoir un déficit athlétique. Ça, pour le coup, je pense que les gens qui ont vu les matchs du Thunder cette saison ont remarqué que athlétiquement, t'avais quand même un petit peu de déficit. Même si en taille sur le backcourt, finalement, il y avait quasiment aucun backcourt NBA qui était plus grand que nous. Mais voilà, t'avais des petits ailiers, t'avais un pivot qui était pas forcément très athlétique, Josh Giddey est pas très athlétique, donc voilà. Mais quand t'as des joueurs intelligents, t'as des joueurs qui savent attaquer, t'as des joueurs qui savent se trouver, t'as des joueurs qui savent réagir de façon rapide. Et on est dans du NBA de toute façon où les joueurs qui sont cachés dans un corner à la PJ Tucker et qui manquent de QI basket, ou en tout cas qui manquent de capacité de créer balle en main, vont être sanctionnés. On n'est plus en 2017, c'est plus possible les systèmes de Houston avec James Harden qui dribble et avec 4 gars qui sont postés dans un corner. Donc il faut des joueurs intelligents, il faut des joueurs qui sont capables de prendre des décisions rapidement balle en main, et le Thunder est pas mal dans ce domaine-là. Donc oui, offensivement, il y a eu des vraies bonnes choses, et encore une fois, lors du mois de janvier, ça a vraiment pris toute son ampleur, parce que je me demande même si c'est pas le match contre Indiana où on bat notre record de passes décisives sur un match. Je crois que c'est contre Indiana, possible, ouais. où t'as Kenrich qui termine à 9 ou 10 passes. Enfin, vraiment, c'était un match très agréable à voir, même si c'était la défense d'Indiana. Donc les progrès en attaque ont été conséquents aussi parce que l'ajout de joueurs via la draft, et encore une fois, quand t'as des joueurs intelligents qui jouent ensemble, forcément, ça va donner de belles choses en attaque. Et puis, juste peut-être pour finir, c'est vrai qu'on on en a beaucoup parlé de lui, mais on a aussi une très bonne attaque parce que on a une saison complète de Shea à 31 points de moyenne. Déjà rien que ça. Ça aide. Rien que ça, ça aide beaucoup. C'est sûr. Au-delà même de parler de basket. Avec de bons pourcentages, je voulais juste ajouter parce que. Ouais. Ah oui. Quand t'as plus de 63 de true shooting, c'est pas mal. Mais est-ce que vous voulez, bon, c'est un petit échantillon, c'est que 191 minutes. Est-ce que vous voulez connaître le net rating lorsque Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe et Kenrich Williams sont sur le parquet? 12. Ça a l'air bien, ouais. 21.9. C'est le net rating quand les trois sont sur le parquet. 129 d'offensive rating. Alors bon, c'est que 191 minutes, mais ça montre bien que quand les trois sont ensemble, on a quand même une attaque qui est létale. Qui fonctionne bien, ouais. Donc Tom, j'allais te donner la parole pour ton point, toi, que tu voulais aborder. Je pense qu'on va parler défense. On a parlé de tout sauf ça.
Alors là, on a parlé de progrès dans un domaine dans lequel on était nul à chier pendant 2 ans. Là, on va parler de la défense qui était déjà très bonne l'année dernière, alors qu'on était 8 ou 9e défense au All-Star Break l'année dernière, parce que Ouais. on était Mm. descendu après, parce qu'il Mm. y avait Bah, que il y a eu la des... Parce blessure qu'on de avait des tanké, mecs. quoi. Oui, voilà, Xavier Simpson et Ah, Kalaitzakis, ça n'avait pas... ça y est, on s'est défendu de tanker pendant 2 ans et dès qu'on est Non, compétitif, ça y est, non, parce on ne se voile plus la vérité. qu'il y avait On des a blessures, optimisé. il y avait des blessures et après t'as optimisé comme si t'as... Ouais, ouais, ouais. On a été malin. Mais non, mais on était déjà une très bonne défense, mais c'était pas forcément gagné cette année, parce que tout l'enjeu, c'était de défendre cette année sans protecteur de cercle, vraiment. Puisque le joueur qu'on avait pris comme socle défensif à la draft, comme potentiel en tout cas socle défensif, Chet Holmgren, était pas là. Donc fallait faire avec. Et surtout, on s'attendait à ce que notamment Darius Bazley ait beaucoup plus de responsabilités. Spoiler, il est plus dans la franchise, donc on n'a pas suivi cette voie-là. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre attaque d'ailleurs. Et déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que la défense s'en est plutôt bien sortie, vu qu'on est le 13e defensive rating de NBA. Donc c'est toujours bien, sachant que c'est compliqué d'être une défense élite sans une protection de cercle élite. Tu regardes toutes les meilleures défenses NBA, là je suis sur le classement, Cleveland, bon bah Mobley Allen, Ouais, Boston, t'as Robert toujours un Williams, protecteur de cercle ou un voilà. intérieur dominant défensivement. Un voire deux quand t'es les Bucks. Mais, Ou les Cavs, hein. ou les Franchement. Cavs. Ou même les Grizzlies, parce que Steven Adams, il est relou. Après, il Mais, a loupé beaucoup de matchs. ouais. Et du coup, on a réussi à garder cette bonne défense. Et donc, tout l'enjeu, c'était de défendre sans vrai protecteur de cercle. Et donc, il y a eu beaucoup d'adaptations faites par Degnault à ce niveau-là. C'était en début de saison de mettre beaucoup. Je pense que l'idée, c'était que c'était le plus grand, le plus long. Et donc, potentiellement, le meilleur protecteur de cercle que tu puisses avoir. Euh, il a mis des contres. C'était bien, mais c'était pas vraiment quelqu'un de dissuasif. Darius Bazley a pas vraiment été utilisé, et du coup, on a même tradé Bazley, Muscala qui pourrait apporter un peu de viande, on l'a enlevé. Et donc Degnault est parti sur du J. Will en 5, comme on l'a dit, pour privilégier de l'attaque. Et donc en défense, ce qu'on avait, c'était beaucoup d'aide au cercle, une défense très active, ce qui peut peut-être expliquer que le Thunder était un peu cramé en fin de saison, c'est que défensivement, tu dépenses beaucoup d'énergie à défendre comme ça, à venir en aide tout le temps, à tout le temps être actif, et à pas... à essayer d'orienter le moins possible les mecs vers les drives. Ce qui a plutôt bien marché en termes de fréquence de drive. On est, pour ce qui est des points adverses sous le cercle, on est à peu près average défensivement, donc c'est plutôt bien avec des pivots pas très bons protecteurs de cercle. Par contre, du coup, la contrepartie, c'est qu'on a laissé beaucoup de 3 points ouverts. On est la 8e équipe qu'on a laissé le plus des 3 points, tout simplement. Même si on est à peu près average en termes de pourcentage de réussite des adversaires à 3 points. On est la 10e équipe qui a laissé le plus de 3 points totalement ouverts au cercle, les wide open. Mais par contre, on est la troisième meilleure défense en termes de fréquence de 2 points contestés. Les 2 points que prenaient nos adversaires, qui voulaient attaquer notre cercle, forcément, vu les joueurs qu'on avait, étaient très souvent contestés parce qu'on avait tout le temps des Kenrich, des J-Dub, etc., qui venaient en aide, des Shea aussi qui venaient en aide sous le cercle. Donc Pour là-dessus, la ça c'est moitié du plutôt roster, hein, franchement. la moitié du roster globalement. Mais là j'ai pris les plus longs parce que quand c'est Josh Giddey, c'est un peu moins facile. Euh, L'autre manière qu'on avait aussi de protéger ce cercle, c'était tout simplement en provoquant des passages en force. Et là on peut dire que c'est une grande réussite parce que parce que on est de très loin l'équipe NBA qui provoque le plus de charges. On est à 1,44 par match. Avec Jalen Williams évidemment qui est premier au charge de NBA alors qu'il a joué une demi-saison, ça n'a aucun sens. Je crois que c'est Kenrich, le numéro 2 d'ailleurs, qui a joué une cinquantaine de matchs cette année. Donc, et puis on a du Isaiah Joe, même un peu de Treman, bon, qui a peu joué vu qu'il n'a pas fait une bonne saison, mais défensivement il en a provoqué quelques-uns. On est à 1,44 par match. Les deuxièmes, c'est le Heat à 1,11. Donc déjà, il y a un gros écart. Et les troisièmes, c'est les Lakers à 0,74. Donc vraiment, on a mis une pilule à tout le monde dans ce domaine-là. Non, mais le hit qui était une référence, Ouais. enfin qui était déjà considéré comme une référence et comme une anomalie au niveau des charges. Et ben on les a explosés. Ce qui montre bien qu'il y a une bonne adaptation défensivement là-dessus. Donc le seul problème, c'est que provoquer des charges, c'est bien sur les drives adverses, sur les premières chances adverses.
Le seul problème, c'est qu'on a été très en difficulté sur le rebond. Le rebond défensif. On est la 3e pire équipe en termes de pourcentage de rebond défensif. Les 2 seules équipes qui sont pires que nous, c'est les Nets, qui ont que Claxton en pivot, et les Pacers, qui ont des pivots qui savent pas prendre des rebonds. Donc Miles Turner, Jalen Smith. T'as Isaiah Jackson, qui est pas un mauvais rebondeur, mais sinon, c'est des équipes très pauvres dans ce domaine-là. Et on s'attendait à souffrir, même en ayant des guards qui savent prendre des rebonds, type Josh Giddey, Lugensdort est pas mal à progresser là-dessus, J-Dub, c'est des mecs qui savent prendre des rebonds. Mais forcément, ça compense pas juste le fait d'avoir un grand dans la raquette qui boxe out bien, quoi. Non, c'est très intéressant ce que tu soulèves sur comment on s'est adapté pour défendre sans protecteur de cercle, parce que l'année prochaine on risque de l'avoir. Et je t'avoue que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va garder cette identité offensive de solidarité, de énormément céder, quitte à trop anticiper, comme tu l'as bien dit, pour les shooters à 3 points, à être en difficulté sur les rebonds offensifs, parce que t'es dans les rotations défensives, donc faire des box-out quand t'es en mouvement, etc., c'est beaucoup plus compliqué, et que t'as pas de grand en plus. On l'a dit, tu sais appuyer sur les passages en force. Comment tu vas t'adapter à un Chet qui est censé être un excellent protecteur de cercle, parce que c'est censé être sa qualité première. Je sais pas comment, j'ai hâte de voir honnêtement comment on s'adapte, même sur pick and roll, parce qu'on l'a vu, un Jalen était énormément en drop sur la fin de saison, on avait du mal à s'adapter quand c'est lui, donc on jouait small ball, ou là on faisait du switch, comment on va être utilisé de Chet, quel joueur on va drafter aussi, parce qu'on risque de drafter un joueur assez haut qui aura un rôle là-dedans, mais je trouve ça très intéressant par contre que ta défense ait réussi à développer ce collectif-là, et tout en t'appuyant sur des grosses individualités quand même, défensivement, que ce soit sur porteur de balle en point of attack avec Dort, sur un Shea qui a fait d'énormes progrès, enfin, qui s'est énormément investi défensivement, parce que je pense qu'il était déjà capable de le faire, même un Giddey a fait des performances défensives parfois intéressantes, tu vois, t'as réussi à cacher un peu tes limitations pour appuyer tes points forts et à cacher justement c'est ce manque de protecteur de cercle, un peu comme t'as pu, mais ça a été efficace. Donc ça, c'est un bon point positif, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on aura les armes? Maintenant, moi, c'est ma question, parce que ça fait 3 saisons qu'on a une équipe avec un roster plus ou moins bien équipé pour défendre, et on arrive à être bon. Donc, si on a un roster équipé, est-ce qu'on sera très bon ou pas? C'est ça ma question, est-ce que la défense sera complètement changée d'ailleurs ou pas? Je vais peut-être être un poil plus sceptique sur vous sur la défense. Je sais pas si tu l'as dit, Tom, parce que ça a coupé à un moment, mais le Thunder est la 3e équipe qui est en tir contesté. Il y a que les Bucks et les Warriors qui contestent plus de tirs que le Thunder. Et après, pour ce que vous avez dit, moi sur la défense, je suis un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que je trouve que cette saison, tu as tenté un truc que tu n'avais pas tenté les 2 précédentes saisons. Les 2 précédentes saisons, c'était on est discipliné et on va forcer un tir contesté ou on va forcer un tir difficile. Cette année, tu t'es dit on va être très agressif sur le porteur, on va piquer énormément de ballons, on est l'une des meilleures équipes pour ce qui est des pertes de balles adverses, ça vous l'avez dit, et quitte à faire trop de fautes. Ça, c'est le gros point noir de cette équipe cette saison, c'est que tu as envoyé un nombre astronomique de fois tes adversaires sur la ligne, ce qui t'a coûté pas mal de matchs, parce qu'il y avait des matchs où tu faisais un run, malgré tout, malgré le run et le fait que tu avais le momentum, tu continuais à envoyer l'adversaire sur la ligne, et donc tu lui permettais de rester dans le match. Après, c'était une défense qui était déjà bonne, voire très bonne ces 2 dernières années. Donc j'ai un peu plus de mal à être satisfait de ce qui est proposé, même s'il faut pondérer dans l'autre sens en se disant que ton attaque a tellement progressé que c'est déjà satisfaisant d'avoir une défense qui est restée à peu près au niveau de ces 2 précédentes années. Et le point qui fait vraiment, qui nous a frustrés toute la saison, c'est ce nombre d'aides que tu as fait sous le cercle. Enfin, tu as tellement trop over-LP, t'es tellement trop venu en aide, t'as laissé un nombre de 3 points ouverts dans le corner astronomique aux équipes, sachant que le 3 points dans le corner, c'est le tir le plus valuable, c'est le tir que les équipes recherchent le plus. Donc voilà, c'était vraiment difficile sur ce point-là, parce que c'était pénible à voir, parce que tu savais que les équipes, et même en fin de saison, les équipes avaient compris comment défendre le Thunder, et les équipes jouaient de ce côté-là. Donc voilà, ça c'était difficile. Après, pour ce qui est du rebond, c'était des problématiques qu'on avait déjà eu l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, au rebond défensif. Il y a des séquences où déjà le box-out était quasiment pas fait.
chez Gilgeous Alexander. Là, pour le coup, on peut lui faire quelques reproches sur le box-out. Et tu as des séquences où c'était Josh Giddey qui était celui dont tu espérais qu'il allait prendre le rebond parce que c'était le plus grand. Josh Giddey, on a aussi sous-estimé, alors effectivement il y a le côté en attaque, mais on sous-estime le fait qu'au rebond, notamment défensif, il peut te faire du bien. Donc on va voir ce que ça va donner quand tu vas avoir l'arrivée d'un Chet Holmgren. La défense était globalement bonne, puisque t'es 13e défense, t'es au-dessus de la moyenne, mais il y a des petits points, j'ai envie de dire, qui sont particulièrement frustrants, parce que c'est des points que tu ne voyais pas ces 2 dernières années. Alors tu prenais des paniers ces 2 dernières années, mais là du coup, entre les 3 points ouverts et les lancés, c'était plus frustrant. J'ajouterai un dernier point, qui là pour le coup est positif, sur des fins de match, vraiment sur des possessions, enfin sur des matchs où ça se joue dans la dernière minute, globalement la défense du Thunder a toujours tenu, a très rarement failli, notamment grâce à un homme, et Lugensdort. Voilà. Le fait d'avoir Lugensdort, on l'a vu cette année. C'est combien? C'est 5 matchs qu'on gagne sur des winning plays en défense de Dort. Oui. Il y a Kawhi, il y a celle sur Lillard, elle est hallucinante. Je crois que Lillard il envoie un airball, enfin, c'est n'importe quoi. Ou même celle sur Kawhi il déclenche même pas le shoot avant le buzzer. Oui. Enfin, le fait d'avoir... Je peux te les citer. Ouais. Il y a, vous allez voir, là c'est le moment fun pour vous qui nous écoutez. Il y a Luka Doncic, le match où Isaiah Joe met son tir, ça fait un stop. Il y a DeMar DeRozan 2 fois à OKC. Ouais. Il y a Damian Lillard en décembre. Il y a Jamal Murray à Denver. Et il y a Kawhi Leonard, donc au moment de la blessure de Paul George. Et il y a Brandon Ingram lors du play, où c'est aussi Lou Dort qui le défend. Ouais, c'est bon, c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir un mec comme ça sur porteur de balle, c'est forcément un luxe pour ta défense. Sachant que Lou Dort est le joueur qui provoque le plus de fautes offensives par match aussi. Parce que le mec, c'est un tank, il fait 100 kilos. Et on en parle en attaque comme un défaut, quand il court, qu'il va vite, il n'arrive plus à maîtriser sa vitesse. Et il fait n'importe quoi sur drive. Par contre, pour ce qui est de passer des écrans, c'est un enfer pour les pivots adverses parce qu'il te vend super bien les écrans mobiles, quoi. Donc ouais, avoir Lugensdort sur porteur de balle, c'est forcément un plus pour notre défense. Et ça a beaucoup aidé en termes d'énergie parce que les mecs derrière qui devaient venir aider, etc., ils savaient qu'ils avaient Lugensdort sur le meilleur ball handler adverse. Donc ça te permet de mieux négocier tes aides derrière. Surtout quand l'équipe adverse joue beaucoup en isolation. Tu vois, Constant, moi j'avais envie de réagir sur ce que tu as dit, sur l'agressivité, sur le fait qu'on a gagné des ballons, qu'on avait un petit peu changé ça par rapport aux années d'auparavant. Et ben moi j'ai encore plus envie du coup de voir ce qu'on fait avec Chet. Je reviens sur la même chose. Mais si tu arrives à être agressif avec Dort notamment sur le porteur de balle, etc., et que là, cette fois, tu as ton cran de sûreté derrière parce qu'il protégera le cercle, tu peux te permettre encore plus, peut-être. Et donc, est-ce qu'on va tomber encore plus dans ce excès d'agressivité que tu as très bien mentionné, parce qu'on a fait énormément de fautes, tu l'as bien dit, où les gars venaient aider, t'es en retard, où tu te faisais monter dessus sous le cercle, où il y avait 3 rebonds offensifs, donc tu faisais faute sur le grand, ou voilà, il y a eu énormément de ces choses-là. Est-ce qu'un Chet arrivera à te corriger ce problème-là ou pas? Est-ce que tu vas être encore plus dans l'agressivité? Parce que oui, ça pour le coup... tu l'as très bien dit, cette année, tu as été très disruptif en défense, on l'a vu même sur la fin de saison ou même lors du play-in, c'est le moment où tu es disruptif qui te permet de courir ensuite en attaque, comme on l'a dit, et trouver ton rythme, etc. Parce que certes, on a eu des progrès d'attaque, mais j'ai quand même tendance à dire que l'identité est plus défensive pour cette équipe-là encore, parce que c'est sur ça que tu t'appuies pour faire tes runs pour moi, où tu as besoin de faire des stops, tu as besoin de courir. Des matchs de pure attaque, je pense qu'on pourra difficilement rivaliser avec certaines équipes, en tout cas pour l'instant, alors que des matchs un peu plus défensifs, on est capable de le faire. Alors je sais pas si j'ai raison ou pas, mais voilà, pour moi tu dois encore t'appuyer là-dessus, beaucoup plus que l'attaque, et c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné au cours de cette année-là. Donc j'ai hâte de voir, honnêtement j'ai hâte de voir si on va encore progresser, si on va régresser, parce que la saison a été intéressante, pas optimale défensivement, mais intéressante j'ai envie de dire, et ouais, je sais pas comment... Si, comme tu l'as dit, on est trop optimiste peut-être avec Tom, c'est peut-être le cas, effectivement, peut-être tu me fais changer d'avis. C'est rare. Ah ouais, mais déjà, c'est rare qu'on soit en désaccord. Oui, c'est vrai. Non, alors, non, dans l'autre sens, c'est rare que c'est moi qui pondère tes propos. Ça, pour le coup, c'est... Oui, encore plus. Faut le noter. Ça, c'est peut-être même encore plus rare que de te faire changer d'avis. Non, mais c'est pas qu'on est trop optimiste. Moi aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Chet Holmgren. Mais si on prend sur le bilan de la saison sans vraiment se projeter sur la suite,
c'était un peu plus décevant. Après, tu as quand même eu une très bonne défense. Sur isolation, tu es l'une des meilleures défenses. C'est sur les problématiques de pick and roll où tu as été un peu plus sanctionné. Où voilà, dès que c'était un truc un peu plus en mouvement, c'était difficile. Mais sur du jeu statique, le Thunder a su être très bon. Et Lou Dort, justement, vous avez parlé très bien de Lou Dort, du fait qu'il provoquait énormément d'écrans mobiles, qu'il allait chercher les fautes offensives, que sur isolation, c'est très difficile de le bouger ou de lui mettre un tir dessus. Et ça se ressent quand il y a eu le sondage fait par ESPN, non, par The Athletic, pardon, excusez-moi, quand tu as le sondage qui a été fait par The Athletic sur quel est le meilleur défenseur NBA, bah, il y avait Jrue Holiday, et deuxième, il y avait Luguentz-Dort. Alors, je sais pas s'il sera dans ce rôle défensif cette année, peut-être pas, mais en tout cas, la réputation, Luguentz-Dort est considéré, bah voilà, comme le deuxième meilleur défenseur de NBA derrière Jrue Holiday qui fait ça depuis plus de 10 ans. Alors, on verra ce que ça va donner avec Chet Holmgren. Je pense malgré tout que, malgré le fait que Chet Holmgren soit un excellent protecteur de cercle, tu auras besoin d'un autre intérieur, ou en tout cas d'un joueur un peu plus grand pour t'aider vraiment à renforcer ta raquette, puisque on a vu, Poku n'était pas un mauvais protecteur de cercle, mais la raquette du Thunder était quand même pas terrible, sans dire que la protection de cercle de Poku et de Chet se valent, mais pour moi il faudra un joueur un peu plus grand que J-Dub, un vrai poste 4 en tout cas. J'aurais dit plutôt plus gros, moi, que grand. Oui, Ouais. plus gros aussi, un peu plus, un poste 4 quoi, OG Anunoby, voilà, on va pas se mentir. Mais non, je plaisante, mais c'est vrai que défensivement, il ferait du bien. Mais voilà, pour moi, l'arrivée de Chet Holmgren, effectivement, va faire du bien parce qu'elle va t'amener un vrai protecteur de cercle. Est-ce que ça va nous faire renier ce qu'on a fait cette saison, à savoir être très agressif? Je pense pas. Mais pour vraiment être une défense top 10, avoir J-Dub en 4, je suis un peu plus sceptique. Ou en tout cas, il va falloir qu'il franchisse un palier qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. C'est normal parce qu'il est rookie. Mais pour moi, tu manques quand même un peu de viande au poste 4 pour vraiment boucher ta protection cercle et pour que les gars se retrouvent à devoir attaquer sur Lou Dort. Ou alors que Guidi devienne beaucoup plus solide et costaud. Parce que lui, Ouais, aussi. Il y a du il boulot. pourrait prendre des joueurs plus au sol, tu vois, s'il était plus solide, plus prêt défensivement, mais le boulot est Aussi, grand. mais là, la montagne à gravir, Oui, c'est l'Everest, là. elle est grande, effectivement. Et ouais, amener de la viande, c'est vrai que. Parce que Chet Holmgren va pas régler tous nos problèmes de rebond. Tu vois, il y a une autre stat que j'avais, c'est qu'on est l'équipe qui concède le plus de points sur seconde chance. Ouais. Donc Et de très on a loin, je besoin. crois. Ouais, d'assez loin. Et on a besoin de qualité au box-out. T'en as parlé des constants du manque de box-out de la part de nos joueurs. Aussi parce qu'ils n'ont pas la caisse physique pour le faire. Forcément, on avait vu des match-up où, je sais pas, t'avais Ousmane Dieng sur Karl Anthony Towns. Box-out Karl Anthony Towns contre Ousmane Dieng. Alors qu'Ousmane Dieng, c'est quand même un bon physique déjà, mais c'est quand même compliqué. Tu fais avec les armes que t'as aussi. Donc ouais, on a besoin de ça. Je sais pas si on l'a dans l'effectif. Cet intérieur à côté de Chet qui pourrait nous permettre de sécuriser un peu plus le rebond. Non, pas encore. Mais, Dieng, c'est le profil physique qui pourrait être intéressant et combler un peu ça, honnêtement. Ouais, bah, il est tellement frêle. Il est pas Il est trop léger frêle. pour l'instant, mais Vous trouvez frêle? Je trouve pas frêle. Ouais, Autant lent et... il a il est pas, pas tant- il a il est pas pas un tanké, physique quoi. de 4. Hein. Ouais, Enfin, mais il est pas fin comme peut l'être un Joe, par exemple, tu vois. oui, non, mais Non, mais là, et tu vois, il a plus un... Par exemple, un Josh Giddey, je le trouve pas fin, pour le coup. Dieng, pour moi, il peut se développer physiquement dans cette lignée-là, parce que ouais, il fait quasi 100 kilos déjà. Mais il est trop. Enfin, il est pas assez développé physiquement encore. Là, tu le mets poste 4 à côté de Chet, c'est pas lui qui va régler tes Non, mais problèmes de bien box-out. sûr. Hein. Et puis même, si tu veux le mettre en protecteur de cercle, il va manquer de rapidité au niveau des pieds, il va manquer aussi de détente verticale si tu veux vraiment le mettre en joueur un peu aérien, second rideau près du cercle. Enfin, pour moi, c'est pas la solution. Ça peut l'être si ça peut être un 4, voire un small ball 5 s'il prend un peu plus de poids et s'il devient, enfin, s'il augmente un peu la mobilité au niveau des pieds, de savoir comment bouger ses pieds, ça, bon, c'est difficile de progresser quand tu es un joueur qui a quasiment 20 ans, mais c'est pas non plus impossible. Mais de là à le voir vraiment comme une solution à côté de Chet,
je le vois plus comme une alternative que comme une solution. Pour moi, vraiment le poste 4 que tu peux mettre à côté de Chet Holmgren, si tu veux vraiment verrouiller la raquette, hein, parce que en soi, le Dort plus J-Dub, à côté de Chet, ce sera, hormis tremblement de terre, le poste 3 et le poste 4, avec Chet au poste 5 lors de l'opening night d'ici 6 mois. Mais si tu voulais vraiment, allez, si tu voulais bah, j'aime pas la comparaison parce que le défenseur est exceptionnel, mais si tu voulais le Evan Mobley en disant que Chet Holmgren et Jarrett Allen, tu l'as pas dans l'effectif. Ou si tu voulais, non, si tu voulais le John Collins du Clint Capella, par exemple, vraiment, Ouais, plus John Collins. ou le Aaron Gordon de Nikola Jokic, vraiment des 4 qui pourraient être 5 dans plein de franchises NBA. Des mecs ultra athlétiques. C'est vrai qu'un Aaron Gordon dans le profil physique serait très très intéressant. Et nous, on le ferait jouer au poste 5. Oui, c'est possible, c'est fortement possible. Toi, est-ce que tu avais d'autres points à ajouter sur la défense? Bah non, vous en avez bien parlé. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé de l'indiscipline. Constant en a beaucoup parlé déjà, mais du manque de discipline d'OKC, qui a dû défendre ultra agressivement. On le voit même avec OKC, c'est la 4e équipe qui fait le plus d'interceptions. Enfin, la meilleure stat, c'est peut-être même la 2e équipe qui fait perdre le plus de ballons en termes de pourcentage de possession aux adversaires. Notamment avec J-Dub, si je me trompe pas, c'est le meilleur intercepteur de la ligue post-All-Star Break, quelque chose comme ça. C'est possible, vas-y. Il l'a été pendant une période, mais je sais plus. Où t'as Shea, enfin là je suis dessus, t'as Dort, Shea et J-Dub, à eux trois, ils ont 4 interceptions par match. Ce qui est énorme. Alors les stats d'interception, c'est toujours à pondérer, parce que t'as des mecs qui se jettent sur tous les ballons et qui savent pas défendre. Là pour le coup, ça allait plutôt bien avec notre manière de défendre. Mais comme on l'a déjà dit, oui, ça a des retombées derrière où on est la 5e équipe qui concède le plus de lancers aux adversaires. Et c'est un truc qui s'est de plus en plus vu au fil de la saison, c'est quelque chose qui a corrigé. J'ai l'impression perso qu'on a un modèle assez similaire à la défense du Heat, sauf que le Heat c'est une équipe de vieux briscards expérimentés. Et Bam Adebayo en pivot. Et Bam Adebayo aussi, ça aide. Mais tu vois, des Kyle Lowry, des Jimmy Butler, des mecs comme ça font beaucoup moins d'erreurs défensivement. Ouais, je suis d'accord. Bah alors, le premier post-All-Star Break, c'est Fred VanVleet. Mais il a joué que 4 matchs, mais t'as Kenrich 4e. Bon, après, t'as Marcus Smart, t'as KCP. Et ensuite, t'as Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Donc, en gros, dans le top 6, t'as 2 joueurs du Thunder en interception post-All-Star Break. Mais voilà, c'était une équipe qui a été très agressive, même si on regarde finalement le meilleur dispositif, et c'est là où tu vois que cette équipe a défendu de manière collective, c'est que t'enlevais un maillon, t'avais la défense qui s'effondrait, sans même parler de Luguentz-Dort. Enfin, Luguentz-Dort, ça s'est très bien vu, parce que quand il était absent, en plus c'est le moment où KC joue Atlanta, c'est le moment où KC joue Golden State, donc des équipes qui offensivement sont capables de prendre feu sur n'importe quelle soirée. Mais tu enlèves même les matchs où Shai Gilgeous-Alexander était absent, la défense était pas bonne. T'en manges 133 contre les Hornets quand il est absent. J'ai le souvenir d'un match contre Sacramento, enfin les 2 matchs contre Sacramento, défensivement c'était très compliqué post-All-Star Break, parce que Shai Gilgeous-Alexander était un peu dans le rôle que pouvait avoir Paul George lorsque André Robertson était présent, c'est-à-dire les 3 premiers mois de Paul George à OKC, d'être pas forcément celui qui va défendre le point of attack, mais celui qui va couper les lignes de passe, qui va faire des interceptions. Et vraiment, c'est le point qui est très intéressant d'avoir, enfin c'est le point qui rend la défense de Luguentz-Dort très intéressant, c'est que tu peux mettre Luguentz-Dort sur quasiment tous les ailiers de la ligue, en tout cas sur le point of attack, et avoir un Shai Gilgeous-Alexander qui, avec ses longs bras, va être capable de couper les lignes de passe. Ça, c'est un schéma défensif intéressant. Mais encore une fois, tu n'as pas les individualités pour, et dès que tu as enlevé une individualité, t'as toute la chaîne qui s'est pas effondrée, mais qui a quand même franchement vacillé. Je sais pas si on en parlait, mais j'ai pensé à un autre point sur la défense, c'est la zone. C'est quelque chose qu'on a beaucoup plus utilisé cette année que les années auparavant, qu'on a utilisé de manière pas parce qu'on n'arrivait pas à défendre, mais de manière comme un plus, parce qu'on avait des problèmes contre certaines attaques et pour les faire chier concrètement en face, les forcer à prendre des tirs qu'ils ne voulaient pas forcément, ou stopper un petit peu leur façon de jouer. On a vu beaucoup plus de zones cette année, avec des choses intéressantes, parce que souvent, le joueur du milieu, sur la plutôt 3-2 qui était proposé,
était un joueur assez grand. Alors pour le coup, c'était pas forcément fait quand Dort était là, mais tu vois, on a eu tendance à mettre, quand il était là en début de saison, un Darius Bazley au milieu. Au moment, c'était Lindsey Waters, par exemple. Ça a pu être du Aaron Wiggins aussi au milieu. Donc plutôt un joueur athlétique et plutôt cacher les autres sur les côtés qui était un peu moins efficace. Et de défendre en zone pour cette équipe-là, je pense que ça peut être aussi une alternative pour limiter... Parce que t'es tellement solidaire et t'es tellement limité sous le cercle et que tu provoques tellement de passages en force que ça peut être intéressant de jouer en zone parce que t'es déjà en place, t'as moins de mouvements, t'as moins de déplacés pour aider, t'as plus de communication qui je pense est quelque chose qui est plutôt bien réalisé. Ok, si ça la communication, quand tu vois les rotations défensives, je me dis que ça marche plutôt bien. Donc ça peut être une pseudo-arme dans le futur parce qu'on sait que ça marche un temps, ça peut te permettre de te remettre dans un match, ça peut t'aider sur certaines situations, mais la zone sera jamais une fin en soi NBA, je pense, défensivement. Mais c'était intéressant de voir qu'on a essayé de l'utiliser sporadiquement face à certaines situations, pour essayer de changer quelque chose, avec certains line-up aussi, surtout. Donc ça, c'était intéressant. Après, c'est une impression qu'au global, je pense qu'il se limite pas qu'au Thunder, c'est que ça a joué beaucoup de zones cette année, C'est vrai. plus que les autres C'est années. vrai. Mhm. Et là encore, le Heat était précurseur dans le fait de jouer de la zone. Euh, les Blazers en début de saison ont joué de la zone, et là pour le coup, quand les gars ont compris comment attaquer la zone de Portland, bah, ça s'est tout de C'était une suite boucherie, écroulé hein. défensivement. C'était Portland, il y avait Nodi, et voilà, c'était la zone. Oui, c'est sur séquence, mais ce ne sera jamais une option viable Non, ouais, c'est sur sûr. tout un match ou sur toute une série de playoffs par exemple, ou sur c'est vraiment sur de courtes séquences. Mais le Thunder a su attaquer intelligemment, et encore une fois, il faut faire aussi la différence entre les types de zones. En tout cas, c'est que ce soit de la zone 2-3, que ce soit de la zone 3-2. Enfin, voilà, ça dépendait des cas de figure. T'as pas, quand on dit défendre en zone, il n'y a pas juste Oui, une bien zone, sûr. point. D'ailleurs, contre nous, ça faisait beaucoup de zones, mais avec un box-out, un match-up favorable sur Shea. Enfin, tu voyais que j'ai perdu le mot. Mais tu voyais que Shea était Ouais, je pris vois. et que tout le monde était en zone derrière, en fait. C'était pas de la zone, tous les pieds dans le béton en 3-2, quoi. C'était vraiment, il y avait un gars sur Shea et tout le monde derrière. Alors, nous, on est capable de faire ces choses-là aussi, je pense. Et ça peut être des armes, notamment quand Chet sera sous cercle pour protéger encore plus facilement les pieds dans le béton, etc. Ça pourrait être intéressant. Et puis même ce qu'on a vu défensivement, déjà la zone, mais aussi l'ultra small ball. On a parlé de Kenrich en 5, etc. Là aussi, ça reste de l'adaptation et pas une solution long terme pour avoir une défense élite. Il nous faudra, c'est pour ça aussi que je suis très impatient de voir Chet dans cette équipe. Il nous faut un protecteur de cercle élite. Et cette année, ce qu'on a pu faire, c'est des adaptations, mais ça reste limité. Tu peux pas devenir une défense élite, tu peux être une défense correcte. Tu peux faire chier des équipes sur un match, mais pour construire une top défense, tu as besoin de ce protecteur de cercle. Ce sera que des options dans le futur, ça sera pas C'est la ça. fin, ouais, effectivement. Disons que tu as fait du bricolage, mais le bricolage ne marchera pas à terme, ça peut pas être une option viable. Après, il y a aussi un point qu'on n'a pas trop souligné, c'est que OKC a pas trop utilisé le switch cette saison, j'ai l'impression. Pas Moi, avec le pivot en tout cas. Entre bah les non, joueurs, oui, mais pas du tout avec le pivot. quand le pivot c'était Jalen Williams, on n'a pas les stats, mais je pense qu'il doit être à 99,999% de drop. Donc ça c'est un point. Faut voir avec Chet Holmgren aussi, puisque est-ce que Chet Holmgren va drop? Il a plutôt tendance à le faire quand on regardait ce qu'il faisait à Gonzaga. Il va être capable, je pense, de switcher. Il va pas faire que du drop, mais le switch qui redevient à la mode, j'ai l'impression, quand on voit ces playoffs qui étaient un peu délaissés ces dernières années, et là tu retombes quasiment que sur de la défense en switch. Je trouve ça. On va voir comment ça se passe, mais en switch, il faut voir, quand tu fais un switch où tu passes de Lugensdort à Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas un cadeau. Mais un gars comme Guidi ou Joe, si tu passes sur de l'ultra switch, peuvent être ciblés. C'est ça, c'était du switch très sélectif déjà entre les joueurs, forcément. Et en fait, avec un joueur comme Dort qui est tellement fort pour passer à travers les écrans porteurs, je pense que tu essaies de le laisser au maximum sur le joueur et je pense qu'il annihile complètement cette notion de switch parce que les équipes vont le rechercher. Enfin, on va prendre l'exemple flagrant, tu as un Doncic ou un Trae Young, il va prendre un écran pour essayer de se débarrasser de Dort. Si tu arrives à le laisser sur le joueur là, je pense que tu as plus gagné que si tu switches avec n'importe qui concrètement. Donc à voir aussi stratégiquement
si ça a vraiment un intérêt au-delà de ce que ça peut t'apporter en play-off, etc. hein, mais à voir comment tu t'adaptes effectivement avec les grands et avec le tel impact qu'a Dort sur le porteur de balle. C'est ça, si t'as un joueur ultra dominant en face, enfin je sais pas, on parle de Lugensdort, mais un joueur Holiday à Milwaukee, t'as pas envie qu'il switch quand t'es les Bucks, même si t'as plein de joueurs ultra forts défensivement, parce que le mec est trop fort pour bloquer le ball handler, ou même je sais pas, un Caruso à Chicago par exemple, des mecs comme ça, vous avez parlé de Smart. Voilà, c'est des mecs que t'as envie d'avoir en match-up. Donc, oui, on a des arguments pour défendre en switch, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Quand t'as un joueur aussi fort que Dort, c'est pas sûr. D'ailleurs, je Alors, nous tout vois dépend plutôt, comment tu utilises. Hein. je nous vois plutôt faire quitte à faire des traps ou des blitz sur les écrans plutôt que switcher d'ailleurs, à essayer de gagner des ballons, vu ce qu'on a proposé cette année. Hein. Ouais, mais après, si tu viens trapper ou blitzer, la problématique, c'est que tu te retrouves à 4 contre Ah 3, oui, enfin bien 3 sûr. contre 4 en défense. Et là, pour le coup, tu as intérêt à avoir des défenseurs qui coulissent très bien et qui sont très rapides en mobilité ou en déplacement latéral. Ce qui n'est pas franchement le cas de tous les défenseurs actuels du Thunder. Mais encore une fois, on va toujours citer, je pense que ça va faire plaisir à Tom, qui doit pas comprendre ce qu'on dit vu qu'il nous écoute toujours en x2, Tom de Duck Hebdo. Mais disons que si tu peux avoir un cas de figure où tu as Lugensdort sur le point of attack et que si le joueur arrive à se débarrasser de Lou Dort, qu'il essaye de driver et qu'il se retrouve sur un joueur à la Jaren Jackson Jr., potentiellement avec Chet Holmgren, je parle pas en termes de poids, mais je parle en termes de protection de cercle, ça devient tout de suite très intéressant. Et là, pour le coup, bonne chance pour trouver des solutions contre cette défense-là. Bien sûr, bien sûr. Messieurs, avant de conclure, très rapidement, j'ai une question à 1000 points pour vous. Est-ce que cette saison du Thunder a changé votre vision des choses sur le futur, sur le plus ou moins long terme, hein, parce que voilà, est-ce que ça a changé quelque chose, que ce soit dans votre stratégie, dans vos envies, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'il faut retanker, est-ce que voilà, j'exagère un peu le trait, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Vas-y Tom. Moi, non. Ça a changé quelque chose en termes de rapidité de reconstruction. Alors, on en avait beaucoup parlé, même vous en parliez dans tous les podcasts depuis 2 ans. C'était un peu l'été 2023 qui était ciblé comme OKC va redevenir compétitif, on aura notre construction avec des joueurs de draft, etc. Bah, ça arrivait un an plus tôt que prévu. Et c'était pas forcément anticipé vu les galères de blessures qu'il y avait début de saison. Donc ça a changé quelque chose en termes de temporalité, en termes d'attente dès maintenant de ce que va faire le Thunder. Par contre, en termes de stratégie, bon, je pense que ta question c'est est-ce que tu as envie de bazarder des joueurs pour choper une star? Ou des pics Pour... surtout. Je pense Oui, qu'il y a des bazarder gens des qui pics seront dans cette aussi. optique-là, oui, oui. Bah, tu peux lâcher quelques pics pour avoir un bon role player. Pour moi, c'est pas. Tu vois, on parlait de stratégie Memphis. Memphis, ils sont pas en train de tout bazarder. Ils continuent de construire via la draft malgré. La saison dernière, ils sont combien? Ils sont deuxième de l'Ouest ou quelque chose comme ça. Ouais, Enfin, deuxième. ils Ouais, sont très hauts. ils vont Et pour. peut-être le faire pour le coup cet été. Ils ont déjà essayé de le faire à la deadline pour Michael Bridges, mais il leur manque cet ailier pour le coup. C'est ça. Là, tu vois, ça parle de Dylan Brooks. Mais pour le coup, le fait l'envisager un an plus tard, ça leur a permis, par exemple, d'avoir Jaren Jackson Jr. qui prend encore plus d'ampleur, d'avoir Desmond Bane qui a clairement progressé cette année, ce qui était surtout très fort en début de saison, mais voilà, qui a pu développer ses qualités, de pouvoir développer des mecs et d'avoir de plus en plus de certitude sur ton roster. Donc pour moi, faut pas se précipiter et continuer de développer le groupe que tu as. Tu peux faire un ou deux ajustements, mais pas forcément lâcher le gros trade maintenant, parce que je suis pas persuadé qu'en lâchant un giga trade maintenant, on soit contender, parce qu'on manquerait peut-être de supporting cast par exemple. Je me permets de continuer, Constant, je te laisserai la fin parce que je suis complètement d'accord avec Tom. Je pense que certes, ça accélère peut-être nous la vision qu'on avait ou moi que j'avais sur ta compétitivité. J'attendais à ce qu'on fasse une saison comme ça, peut-être l'année prochaine, exactement comme Tom a dit, notamment avec la blessure de Chet qui pouvait encore plus te ralentir cette saison. T'as accéléré un peu les choses. Moi, ça m'a rassuré aussi, je pense, sur les capacités de ce groupe et sur ce noyau que t'avais, parce qu'au final, avec pas mal de blessures, ce que t'as vu auparavant, un Shea, on se posait la question, un B, un A, machin, un Guidé, tu savais pas s'il pouvait être lieutenant, enfin voilà, et là t'as un J-Dub qui arrive en plus. Moi, ça m'a vraiment rassuré sur le potentiel de ce noyau-là, sur ce que tu peux produire avec ça, en tout cas en termes de complémentarité, en termes de niveau de jeu. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire cet été. Je pense pas effectivement qu'on va bazarder des pics pour des role players ou pour autres. Je pense pas qu'il y ait trop de superstars cet été
en demande de trade, en tout cas pour l'instant, mais il y en a déjà eu pas mal de tradés là ces derniers temps, mais pour l'instant il n'y en a peut-être pas énormément. Luka. Oui, c'est le seul qui me vient en tête là, comme ça en disant ça j'ai dit on va me Ah, sortir ce mot là, mais c'est un peu tôt je trouve. Mais par contre je vais être intéressé de voir si on arrive à attirer un ou deux joueurs, si on a du cap space, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on agit dans la free agency? Est-ce qu'on est vraiment snobé? Est-ce qu'on est un acteur de tout ça? Là j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va être agressif? Est-ce qu'on va être passif? Ça c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi je suis comme toi, je suis plus soyons patients, s'il y a des bons coups à faire, qu'on peut utiliser nos assets, pourquoi pas le faire, mais le futur est à nous, et t'as tes joueurs verrouillés la plupart pour quelques temps, t'as des prolongations qui vont arriver assez rapidement, on en reparlera cet été, mais, mais t'as le temps en fait de voir venir, et tu peux être patient, et comme tu l'as dit, l'exemple Memphis est plutôt bon, parce que ils ont patienté pour permettre à des joueurs de s'affirmer, et c'est ce qui pourrait être fait au OKC, je pense. Juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça a peut-être changé quelque chose sur ma vision de construire le projet autour de Shea. Avant, je me disais plus, on construit autour de Shea, on voit ce que ça donne, mais l'idée, c'est de choper un joueur potentiellement, vraiment un franchise player. Là, vu la saison qu'il vient de faire, il ouvre la possibilité d'être ce numéro 1 d'une équipe contender. Ça devient envisageable pour moi. Ça ne l'était pas l'année dernière. Ouais, ouais, complètement. hein, hein. Ça c'est un autre débat. Ça je suis moins affirmatif que vous sur la capacité de chez Gilgeous-Alexander à être ce joueur 1A parce que il y a des limitations au niveau du jump shot qui me font dire que sans même parler du 3 points, s'il pouvait déjà être un peu plus agressif ou être un peu plus important sur le mid-range, parce que là je trouve que le match face aux Wolves a quand même montré pas mal de limites, et même la première mi-temps face aux Pels, mais voilà, c'est Plus la première face aux Pels que face aux Wolves où il met rien globalement, mais bah, il y a beaucoup de in and out, mais de la manière dont il est défendu. Après, c'était des problèmes de construction de roster aussi. Mais la première mi-temps face au Pels, je me dis ah. Mais bref, non Après, moi. je suis pas catégorique là-dessus. C'est le genre de perf qui arrive à des stars aussi, tu vois. Kevin Durant, l'année dernière en playoff, il se fait taper, tu vois. Oui, Ce bien qui arrive sûr, alors que c'est Kevin Durant. bien Mais sûr. ouais, je suis pas catégorique sur Shea numéro 1. Juste, cette année, avec ce qu'il nous a montré, on peut se dire pourquoi pas. ça C'est ouvre, ça possible. ouvre le champ des possibles, ouais. C'est possible, tu vois. Disons que effectivement tout reste possible avec lui, puisqu'il est passé de joueur où on se disait 1B à top allez 15, voire plus selon vos affinités, top 15 NBA, All NBA First Team, etc. Même si être All NBA First Team ne garantit pas de toi d'être une première option en playoff, hein. Voilà. Mais après, pour le reste, je suis... Non, ça n'a pas changé la vision de ce que j'ai du Thunder, parce que je maintiens toujours que, oui, tu as progressé, mais la marge pour atteindre les sommets de la conférence Ouest, c'est là aussi c'est une montagne à gravir parce que le chemin est encore très long. Sur le fait de balancer des pics ou pas, je pense que tu n'as pas le joueur cet été qui va être capable de te faire franchir un step. Par exemple, c'est ce que j'ai dit dans une conversation aujourd'hui, si KD était encore un net, après la saison que venait de faire le Thunder, oui, je serais allé renifler et faire dis donc ça t'intéresse pas. On en avait déjà parlé, malheureusement le trade de KD a un peu court-circuité ça, mais je trouve que quand tu vois ce qu'est capable de faire ce groupe, l'ajout d'un joueur comme Kevin Durant, qui est un joueur top 5 NBA, pour le coup, pourrait te faire passer dans une autre dimension, parce que si tu ajoutes à ça de la progression interne, que ce soit de Guidi, même si tu n'aurais pas pu garder tout le monde, bien évidemment, en cas de trade de Kevin Durant, mais tu n'aurais pas envoyé et Guidi, et J-Dub, et Chet Holmgren. Mais l'association aurait quand même été très satisfaisante. Après, voilà, là, le cas de figure, c'est enfin le meilleur joueur potentiellement qui va être disponible cet été, c'est Pascal Siakam. Pascal Siakam qui, c'est d'ailleurs assez ironique de voir que les Raptors vont se lancer dans une reconstruction. Mais voilà, c'est Pascal Siakam. Pascal Siakam qui, si on raisonne en termes de fit, ferait quand même beaucoup de sens dans cette équipe du Thunder. Ce serait un vrai poste 4 avec des capacités de playmaking, avec des capacités de scoring, etc., etc. Ça fait pas franchir un palier à Thunder. Donc voilà, je me dis, ça sert pas à grand chose de tenter un home run, pour prendre une métaphore baseball, de tenter un home run sur un joueur qui va pas te faire franchir ce palier. Faut pas faire une Atlanta, mais faut pas non plus de l'autre côté faire une Celtics qui ont quand même eu pas mal de chance puisqu'ils ont
drafté Jason Tatum et Jaylen Brown, donc ça les aide bien, mais qui ont quand même été trop souvent passifs. Voilà, quand je regarde par exemple l'effectif des Nets, c'est un peu se lancer dans le podcast stratégie de l'intersaison, mais quand je vois que potentiellement un Royce O'Neal ou un Dorian Finney-Smith peuvent être disponibles pour 1 ou 2 firsts, quand je vois que le Thunder en a 15, je me dis, avoir un Royce O'Neal en sortie de banc qui tourne à 38% à 3 points, qui est capable d'être un playmaker, je trouve ça intéressant, et pour le coup, c'est des petits ajouts qui potentiellement vont pas te rendre contender, mais qui peuvent faire que l'an prochain, tu te retrouves dans le top 7 ou dans le top 6 de la conférence Ouest. Voilà, moi, un peu comme ça Presti, je ferme aucune porte, mais je me dis que tu peux quand même avoir quelques ajouts durant l'été qui peuvent te faire franchir un step, pas le step, mais qui peuvent te faire franchir un step. Et après, sur la construction du roster un peu plus à long terme, non, pour moi, il manque toujours cet ailier dominant, parce que vraiment, je maintiens que la NBA est un jeu d'ailier dominant. Tant que tu n'auras pas cet ailier dominant, pour moi, tu ne pourras pas rivaliser avec les meilleures équipes. Et aussi, il faut regarder ce qui se fait autour, puisque si tu veux être champion NBA ou si tu veux aller loin dans la conférence Ouest, faut battre des équipes. Et quand je vois des équipes comme Memphis, quand je vois des équipes comme les Pels par exemple, je me dis on n'a pas encore les joueurs qui sont capables de stopper les points forts de ces équipes-là. Oui, ils ont battu les Pels, on peut les rebattre. Hein. Oui, mais il n'y avait pas Zion, il n'y avait pas Zion. Zion. Et même les Pels, quand tu prends la match-up, enfin les Grizzlies, pardon, quand tu prends la match-up, c'est une match-up qui est tout sauf évidente pour le Thunder. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà messieurs, on a été assez long, assez complet sur cette saison. On a essayé de prendre un angle un petit peu différent d'habitude. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était très intéressant de voir que pour une fois, on n'était pas forcément d'accord sur tout. En plus, on l'a dit avec Constance, ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Instagram, Twitter, bien entendu. Connectez-vous aussi sur Twitch, abonnez-vous à Twitch parce qu'on va arriver normalement dès le week-end prochain ou très rapidement avec le bilan individuel, cette fois avec les notes de tous les joueurs là, du roster. Donc là, ça va être beaucoup plus focus et ça va être très intéressant de donner votre avis à vous aussi. Et puis voilà, on se retrouve très vite. Profitez bien des playoffs. On va dire que c'est les derniers sans le Thunder, donc reposez-vous, profitez-en. Oh, attention, ça sort déjà des trucs comme ça. Non, profitez de Russell Westbrook. Voilà, on va profiter de Russell Westbrook contre Kevin Durant. On va pas trop parler de Thunder Playoff l'an prochain. Non, c'est vrai. Serait capable de nous donner la game, ça. Je m'emballe, effectivement, t'as raison. Et puis voilà, bon playoff NBA à tous quand même, et on se retrouve très vite. Salut. Salut. Salut.